Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Je suis en compagnie des experts de la maison d'expertise. Vulcain Roméo, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci d'être revenu sur le plateau parce que vous n'étiez pas le mois dernier. Il n'y avait pas eu d'émission sur l'immobilier. Il n'y avait pas d'émission le mois dernier. J'étais furax. Les téléspectateurs aussi n'étaient pas très contents. Il y a des rediffusions, ça va encore. Il y a des rediffusions. François Zemac, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Très bien. Yannick Zozim, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. D'accord, je rappelle que vous êtes des spécialistes des techniques juridiques et économiques de l'immobilier et que vous êtes tous diplômés du Conservatoire national des arts et métiers. Puis nous avons, mesdames et messieurs, parmi nous deux personnes. Deux filles, pourquoi deux filles? Pourquoi on n'a pas choisi une fille et un garçon? Mais enfin, ces deux filles sur le plateau, elles sont en train de faire en ce moment une licence immobilier à l'ICH, autant que je me souvienne. Ce sont des étudiantes. Alors, ce sont vos étudiantes. D'accord. Merci de les avoir invitées sur ce plateau. Et Nelly Ringuin, bonsoir. Bonsoir. Alors, je sais que tu as un master en géographie. C'est ça. Et comment ça se fait que tu fasses une licence maintenant en gestion immobilière? C'est quoi ce parcours? C'est un beau parcours. Oui. Après le master géographie, j'ai eu un temps où je n'ai pas pratiqué, je n'ai pas travaillé. Oui. J'avais commencé éventuellement une thèse Oui. et finalement, je n'ai pas poursuivi, de raisons familiales. Et par la suite, j'ai fait 2 ans en tant que conseillère en immobilier. Donc, j'ai travaillé dans 2 agences. Dans des agences, d'accord. Voilà, Et ça t'a plu? Ça m'a plu. D'accord. Ça m'a plu. Du coup, tu t'es dit, je fais une licence... Ah non, pas Non. instinctivement. pas instinctivement. Tout simplement parce que je me sentais à l'aise dans ce que je faisais, principalement de la transaction. Oui. Et j'ai eu des erreurs de parcours, on va dire. Et je me suis rendu compte que là où ça n'allait pas, c'était le droit. D'accord. Et je me suis renseignée. Je suis tombée sur l'ICH. J'ai des collaborateurs qui m'ont recommandé de faire l'ICH. Et je me suis retrouvée par hasard à aller au CNAM, à me renseigner, prendre une brochure, lire, demander des renseignements. Et je crois qu'au bout d'1 semaine, j'étais inscrite. D'accord. Tu t'es dit, c'est exactement ce qu'il me C'est fallait. exactement ce qu'il faut. D'accord. Et jusqu'au premier jour, le jour où on a rencontré des enseignants, je me suis demandé est-ce que je suis au bon endroit. Quand j'ai commencé à entendre certains parler, je me suis dit ouais, je suis au bon endroit. D'accord. Donc là, Ils sont bien ces enseignants-là. pour le moment, ça va. Tous ceux qui sont sur le plateau. Ouais, pour le moment, ça va. En tout cas, bienvenue. Hein. Merci Merci. beaucoup de participer à notre émission. Coralie, Louis-Elisabeth. Bonsoir. Bonsoir également. C'est un parcours particulier aussi. En tout cas, déjà dans l'immobilier, puisque Déjà tu as dans fait, l'immobilier, autant que je exact. me souviens, un bachelor en gestion d'affaires immobilières. C'est ça. Alors, j'ai commencé par le BTS profession immobilière, du coup, à la MEP. Oui. Et ensuite, je suis partie me spécialiser à l'ESPI à Nantes pour faire un bachelor de gestionnaire d'affaires immobilières. D'accord. Mais malheureusement, comme Nelly, je me suis rendu compte que le volet droit était très absent. Donc, je suis rentrée à Martinique pour des raisons familiales. Et du coup, après, j'ai décidé de chercher un petit peu. J'ai vu l'ICH. Et notamment, monsieur Louis-Léopold Thierry qui m'a dit d'aller C'est à ce qu'il faut faire. l'ICH. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, voilà. J'ai commencé avec tous les profs qui sont présents. Ça se passe très bien. C'est très complet, très intense. Ouais. Mais ça va. C'est plutôt bien. Très bien. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Merci. Beaucoup de nous rejoindre. Alors, le thème de l'émission ce soir, le thème qu'a choisi les experts de l'immobilier, c'est les relations bailleurs-locataires. D'accord? Obligation, oui, obligation. Alors, les obligations du locataire et les bailleur. obligations du bailleur, et par conséquent, vice-versa, c'est-à-dire que les obligations du bailleur, ce sont les droits du locataire, et les obligations du locataire, ce sont les droits du bailleur. Du bailleur. Donc, c'est ce dont on va parler ce soir. Roméo Vulcain, est-ce qu'on peut lister en quelques mots, quelques lignes, les obligations du bailleur? Alors, Il est avant, même obligé de, de quoi? avant de lister, une précision également, le thème de ce soir parle exclusivement du bail d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. D'accord. Donc, le bail d'habitation, c'est quoi? C'est la location nue
à usage d'habitation principale. Donc, c'est la location classique généralement qu'on rencontre le plus souvent en matière d'habitation principale pour le locataire. D'accord, oui, c'est la précision que je n'ai pas apportée, effectivement. Voilà. Il s'agit du logement loué à usage d'habitation principale. Donc, on ne parle pas du logement meublé, on ne parle pas de location de vacances, on ne parle pas de la résidence secondaire, on va parler uniquement de l'habitation principale. Merci pour la précision. Oui. C'est ça. Pourquoi la précision est importante? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a tout un régime applicable à ce type de bail-là, avec on va dire des dispositions d'ordre public, des dispositions dont les parties ne peuvent pas déroger de façon libre, en fait, ne peuvent pas choisir de façon... Elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Voilà, veulent par contrat. exemple le bail d'habitation, une durée minimale de 3 ans, par exemple. Très souvent, j'ai eu l'occasion de discuter avec des téléspectateurs de Zouk TV qui me disent que voilà, ils ont signé un bail d'habitation dans les conditions de bail d'habitation, mais pour une durée inférieure à 3 ans. Oui. Ça, c'est pas possible. C'est d'ordre public, par exemple. D'accord. Donc, pays, ça veut dire que c'est obligatoire. C'est obligatoire, Pour résumer. c'est-à-dire qu'on ne peut pas signer de contrat dont les règles, enfin comment dirais-je, Les les clauses vont à l'encontre de cette disposition-là, en fait. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Alors, nous disions que ma question c'était est-ce qu'on peut Oui. lister les obligations du bailleur Alors c'est essentiellement sur l'article 6 de la loi de 1989 89, 89. qui prévoit effectivement on va dire le socle des obligations du bailleur en matière de location. Ouais. Alors, le bailleur a une obligation de délivrance, D'accord. c'est-à-dire de mise à disposition. On reviendra dessus. Voilà. Donc, je veux simplement avoir la Voilà, liste. si c'est d'un possible. logement décent, Oui. qui est en fait en bon état d'usage et de réparation. D'accord. Il a également des garanties, c'est-à-dire il doit garantir au locataire une jouissance paisible de son logement. Voilà. D'accord. En gros, on va dire le socle de l'obligation, c'est ça. Ouais. Et puis je pense, on Et va là, entrer il y a l'émission aussi- en train de dire. Oui. Je vais juste préciser encore par rapport à ce qu'il dit. Oui. Ce qu'il a dit là, c'est l'obligation de délivrance, mais il y a aussi l'obligation d'entretien du Oui. logement. Il y a aussi l'aménagement du logement aussi qu'il doit réaliser. D'accord. Qui le bailleur. Le bailleur, on parle du bailleur. Est-ce D'accord. qu'il y a les aménagements par rapport aux aménagements réalisés par le locataire? D'accord. Il y a des Parce obligations. qu'on parle mettons-le bien d'accord, on parle de l'obligation du bailleur, donc il n'est pas obligé de faire des aménagements le Non, bailleur. je parle de locataire. D'accord. Il a l'obligation par rapport à l'aménagement que fait le locataire, D'accord. le bailleur. Ça, on va D'accord. revenir dessus tout à l'heure aussi également. Très bien. Oui. Voilà, donc il y a aussi l'obligation Entretien. l'entretien, mais en cas de mutation aussi, il a aussi des obligations, D'accord. le bailleur. D'accord. Voilà. Lorsqu'on a vendu le bien. Lorsqu'on a en fait. vendu le bien, il a des obligations. Le nouveau bailleur a une obligation. Une en fait, obligation, on va dire c'est ça ça. comme ça. C'est ça. D'accord. Et Les c'est avec... réparations, l'entretien, il parlait d'entretien, mais des Oui. parties communes également, puisque bon, Oui. la location n'est pas simplement location des parties sous la partie, voilà. privatives, il y a aussi l'entretien effectivement des parties communes. D'accord. Donc la partie privative, c'est celle que le logement que Occupé- j'occupe en réalité. occupé par le D'accord. locataire. Et les parties communes, c'est quoi? C'est C'est l'extérieur. l'extérieur, Le hall portail, par d'entrée, exemple. le portail. Le hall d'entrée, oui. Exactement. D'accord. Donc toutes ces obligations sont des obligations qui sont mises à la charge du bailleur, dans la C'est loi ça. du 6 juillet 89. Et par conséquent, le locataire peut revendiquer auprès du bailleur ses obligations. Ses Ce sont des obligations. droits du locataire. Ce sont des droits, D'accord. c'est ça, Donc exactement. vous m'aviez dit dans un premier temps, si vous voulez ajouter quelque chose, les filles, n'hésitez absolument pas. hein. Il y Vous a, pouvez intervenir. il y a Sur pas les de questions, souci vous sur pouvez ça. intervenir. Il n'y a pas de souci. Pas de Très bien. souci, il y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, vous me disiez que l'une des obligations principales du bailleur, donc c'est la première que vous avez citée, c'est l'obligation de délivrance. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cette expression? Délivrance, on va dire, c'est la mise à disposition d'un bien. Oui. Il se matérialise en matière de bail par, on va dire, la remise des clés. D'accord. La remise des clés, la mise en possession, on va dire, en possession. Du logement. Du logement du bailleur au bénéfice du locataire. Donc, mais ça semble banal de dire que le bailleur a l'obligation de remettre les clés au locataire. Pourquoi on a pris un texte pour dire une chose pareille? Je comprends pas. Alors, c'est pas tant. Alors, la délivrance, en fait, quand on parle, c'est le terme générique pour parler de tout ce qu'on vient de citer là, par exemple. Oui. Donc, effectivement, c'est mettre à disposition, mais pas mettre à disposition dans n'importe quelle condition. D'accord. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Le texte est venu mettre, en fait, des garde-fous pour protéger le locataire, pour que la mise à disposition ne soit pas faite n'importe comment. D'accord. Ok. Voilà. Donc, on verra dans le détail comment s'effectue cette mise à disposition ou bien. Oui, on peut effectivement voir. Alors, on peut parler de façon factuelle, c'est-à-dire l'entrée dans les lieux du locataire, comment ça se passe. Ouais. Il y a également, dans le cas de la mise à disposition, un certain nombre de règles. On a vu, par exemple... Le bailleur doit délivrer un logement décent, ce qu'on a dit tout à Oui, l'heure. Voilà, c'est ça. d'accord. D'accord. Donc, pour
on va essayer de définir ces notions-là quand même, parce que c'est important pour les téléspectateurs. Oui. Donc, quand on parle surtout la notion pour moi de logement décent, qui est très importante. Parce que, on a vu un peu l'évolution de cette notion-là. Par rapport à quoi? Parce que on s'est rendu compte que les propriétaires en général, ils sont de plus en plus, ils louent comme ils veulent. Les locataires sont parfois en détresse, ont besoin de logement. Il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc les propriétaires parfois, ils louent ce qu'ils ont. Des choses indécentes. Des logements indécents. Ils ne font pas de travaux. D'accord. Et c'est là qu'on va... Tu parles des travaux, il y a aussi effectivement cette notion de travaux, mais il y a aussi la dimension de la superficie, en fait. Oui, ça je veux venir. Je parle surtout de travaux, superficie. Donc, par rapport à ça, cette notion-là est importante, ça a pris de la valeur, parce que je me souviens, il y a 30 ans, quand on parlait de notion de logement décent, on était sur une définition simple, c'est-à-dire on parlait pratiquement de superficie, de surface minimale, de logement décent. Et plus on avançait dans le temps, on s'est rendu compte qu'on a rajouté d'autres notions. Dans les années 90, on parlait de notion de superficie minimale, c'est-à-dire on parlait de 9 mètres carrés plus hauteur sous plafond de 2,20 mètres et de volume de l'habitation. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des excès des propriétaires. On a rajouté par la suite tout ce qui était État, santé, sécurité, État. On a rajouté encore tout ce qui était performance énergétique et aussi nuisible aussi. On parle de nuisible. On dit qu'on infesté de nuisible, on ne peut pas, le logement n'est pas décent, on est infesté de nuisible. Donc on s'est rendu compte qu'on a rajouté tout ça au fil des années. Donc en 2015, la notion de logement décent a évolué jusqu'à aujourd'hui et elle a quand même elle a une définition beaucoup plus large qu'il y a 30 ans. D'accord. Et c'est quoi la définition aujourd'hui du logement décent? Donc alors, il n'y a pas de définition véritable de logement décent. On dit qu'il y a un logement décent, il y a 5 critères pour le logement décent. Oui. D'accord. Les 5 critères, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une surface minimale pour l'habitation. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour l'habitation ou bien pour les pièces principales? Pour les pièces principales. Je dis l'habitation, mais c'est les pièces principales. L'habitation, c'est oui, on est d'accord. Pour la pièce principale, c'est-à-dire qu'elle doit faire. C'est quoi? Oui, elle doit faire 9 mètres carrés. Ouais. Ou encore 9 mètres carrés, une hauteur sous plafond de 2,20 mètres. Ou encore, elle doit avoir un volume au minimum de 20 mètres cubes. D'accord. Là encore, sur cette surface minimale-là, on peut se rendre compte aussi que parfois les propriétaires jouent un peu dessus. Parce que souvent, on voit des propriétaires qui se disent « Ah oui, d'accord, si c'est 9 mètres carrés, hauteur sous plafond de 2,20 mètres, ou, parce que ce sont des conditions qui sont alternatives, c'est-à-dire que soit c'est un volume de 20 mètres cubes, ou soit c'est 9 mètres carrés, hauteur sous plafond de 2,20 mètres. Parfois, les propriétaires qui ont des logements de 8 mètres carrés, par exemple, ils ont 8 mètres carrés. On parle bien de la pièce principale. On parle de la pièce principale. La pièce de jour ou de nuit. De jour ou de nuit. Les chambres ou au salon séjour. D'accord. Mais il me semble que le texte parle d'une pièce, pas de... Une pièce principale. Donc, quand on a une pièce principale qui fait 8 mètres carrés et que la hauteur sous plafond fait 3 mètres, ils se disent, bon, on a un volume de plus de 24 mètres cubes. 24 mètres cubes. Donc, on est dans le logement décent. Alors que non, c'est faux. Ils ne sont pas dans le logement décent. Pourquoi? Parce que effectivement, si on regarde le texte, ils ont 24 mètres cubes. On pourrait dire qu'ils sont dans le logement décent. Mais là, le texte, il y a des textes qui sont supérieurs à ce texte-là, qui disent que le logement décent, c'est 9 mètres carrés. Ils ne parlent pas de volume. D'accord. Donc, on reste sur les volumes de... Quel texte qui est supérieur? Parce que là, on est dans la 89. Non, oui, mais là, il y a la réglementation sanitaire qui rajoute, qui vient dire que le logement décent, c'est 9 mètres carrés. D'accord, alors on va préciser ça parce que je suis un peu perdu dans vos explications. C'est-à-dire, ou bien je suis dans 89, qui me dit que une des pièces, tu as droit à une superficie minimale de 9 mètres carrés, ou bien un volume de 20 mètres cubes. On dit une des pièces, on ne peut pas louer un logement de moins de 9 mètres carrés. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Ça, c'est souvent la configuration qu'il y a à Paris. Vous savez, les chambres de bonne, où effectivement, c'est des micro-logements. C'est des micro-logements, c'est ça. Mais la demande est si forte qu'on arrive quand même à louer. On pourrait louer 7 mètres carrés, 6 mètres carrés à Paris. D'accord, mais je vais être plus précis que ça. C'est-à-dire que si j'ai un logement de type F3, d'accord, il suffit qu'une des pièces ait les 9 mètres carrés pour que le logement soit décent. La deuxième pièce peut ne pas avoir 9 mètres carrés. On est bien d'accord. Il s'agit d'une pièce. On est dans la pièce principale. Oui, mais peu importe la pièce principale. Oui. Et le texte dit bien
Une pièce. principale. D'accord. D'accord. On est bien d'accord. D'accord. On est d'accord sur ce sujet. Donc, si je suis dans un logement de type F3 Oui. et qu'il y a une pièce, par exemple la chambre, puisque c'est les pièces de jour ou de nuit qui sont les pièces. Oui, c'est ça, la principale, c'est ça. Donc, si j'ai la chambre qui fait 9 mètres carrés, la première, et la deuxième fait 7 mètres carrés, le logement n'est pas indécent, il est décent. Non, il est On est oui, bien d'accord. on parle d'une pièce là. Je suis sur le logement d'une Très bien. pièce, moi. D'accord. Très bien, ok. Et alors, Non, mais je veux revenir sur ce que vous venez de dire à entièrement l'instant, d'accord, oui. parce qu'il y a cette confusion-là qui est faite par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, j'entends souvent dire, voilà, si la chambre ne fait moins de 9 mètres carrés, oui, ce n'est pas une chambre. oui, Or, il n'y a aucune base légale à dire cela, en fait. Le Oui, 9 bien mètres sûr. carrés, Ça vient ça provient de ce texte-là, Ouais. qui dit qu'on ne peut pas louer un logement de moins de 9 mètres carrés dont la pièce de vie fait moins de 9 mètres carrés, en gros, oui, c'est mais ça. attendez, il ne faut pas qu'on mélange, parce que là, on est sur le logement décent. Oui, c'est ça. Le texte, il parle du logement décent, on est bien d'accord dessus. Il parle d'une pièce qui doit faire au minimum. Principal. 9 mètres On est carrés, d'accord, peu ça, je suis importe. d'accord. Et puis, c'est là où je voulais en venir, parce Oui. que c'est François Maxé, quand vous en avez parlé. Il y a effectivement une disposition supérieure. Supérieure. Par rapport au fameux décret sur le logement décent, qui est le règlement sanitaire départemental. C'est exactement qui peut être ça. plus exigeant, Qui peut être exigeant. que le Que la- fameux, c'est ça. la C'est fameux- ça. le fameux Et logement eux, décent. cette réglementation parle uniquement, elle parle de volume, elle parle uniquement de Voilà. surface, de 9 mètres D'accord, carrés. donc c'est le règlement sanitaire départemental s'il existe qui prévaut. Qui prévaut. C'est D'accord. exactement ça. D'accord, donc un bailleur, quand il loue, il doit faire attention pour savoir s'il y a un règlement sanitaire départemental C'est ça. qui impose un certain nombre, une superficie, Superficie. pour que le logement soit considéré comme décent, pour qu'il le respecte. Pour qu'il faut le respecte, sache. exactement, c'est ça. D'accord. C'est Et ça. ça devient compliqué. Ça là, devient pour le- compliqué. le logement. Effectivement, j'avoue que ça devient un peu compliqué, mais tout cela, c'est pour protéger un peu le locataire aussi Le locataire. également. C'est pour protéger le locataire. Donc, D'accord. Et éviter les marches au sommet. Éviter les marges Éviter les marges de sommeil également, c'est D'accord. ça. Et qu'en est-il des sanitaires? Alors, si je loue une chambre, là, je peux mettre le WC sous le palier, non? Alors, les sanitaires, les WC peuvent être à l'extérieur, hein, quand il s'agit d'une seule pièce. Oui, si je loue une chambre, D'accord. Sur une un chambre, étudiant, oui, par exemple. les WC peuvent être à À l'extérieur. l'extérieur. Donc, le logement sera Le décent. logement sera décent. On est bien Exactement. d'accord. On est bien d'accord, il sera D'accord. décent à ce moment-là. Mais il faut qu'il y ait quand même une intimité pour le locataire. Mais il sera oui, bien soit sûr. il soit cloisonné, Ah oui, que ce soit bien sûr. cloisonné par exemple, oui. Oui, en d'accord, fait, c'est bien d'accord. sûr. On est d'accord. C'est sûr que ça. Parce qu'effectivement, on pourrait louer une pièce de 9 mètres carrés, mettre un WC au milieu et on se dit qu'on a respecté l'obligation d'avoir des sanitaires. Oui, mais le c'était pas minimum. ça ma question. Hein. Ma question, Non, c'était. c'est extérieur, ma c'est question, extérieur, c'est c'était. ça, oui, c'est je ça. reviens sur ma question. Ma question, Oui. c'était lorsque je loue une chambre à un étudiant, Oui. Oui, c'est ça. je peux. Le WC peut Le être à l'extérieur. WC peut être à À l'extérieur. l'extérieur, oui, on est bien d'accord. Oui, peut-être à Par l'extérieur. contre, effectivement, on revient sur ce que vous disiez. Oui. Lorsque les sanitaires, normalement, lorsqu'il y a plus d'une chambre, on est d'accord, les sanitaires doivent être à l'intérieur. C'est D'accord. pas tant à l'intérieur. Ils doivent permettre une intimité à celui qui occupe les lieux pour que ça D'accord. soit considéré comme. Oui, non, mais parce que. Non, mais là, on n'est pas dans on n'est pas dans le logement décent, là, par contre. Ça, c'est le descend, oui, oui. Non, Moi, oui. je vous Mais dis, que d'accord. ne précise pas que l'intimité, c'est-à-dire que ne précise pas forcément l'intimité, le logement décent. D'accord. Effectivement, Oui. il faut qu'il soit dans l'intimité. Oui, il faut qu'ils soient dans l'intimité. Pourquoi, Ça d'accord. précise. pourquoi Ça je dis précise. ça Pourquoi Oui. je dis ça Pourquoi Oui. je dis ça Parce qu'il y a une décision des tribunaux, une jurisprudence Oui. dans laquelle justement le locataire, le propriétaire avait mis à disposition des matériaux locataires Oui. pour pouvoir cloisonner la salle de bain. Le locataire n'a pas fait ces travaux-là. Le bailleur a voulu obtenir la nullité de l'acte pour non-respect de cette clause-là, l'exigeant. Oui. Et la juridiction a écarté cette clause-là à cause qu'elle était non écrite parce qu'ils ont considéré que le cloisonnement, justement, de la pièce servant où il y a les sanitaires, il faisait partie de la notion de décence, de logement décent, et que Oui. par conséquent, on ne pouvait pas intégrer une clause qui prévoyait des travaux pour Pour la décence. voilà, pour la On est décence. d'accord. Donc, c'est pour ça On que est je- d'accord. c'est pour ça que j'ai voulu quand même pour. D'accord. Ouais, Oui, clair c'est ce qu'il dessus. faut retenir. On est d'accord. C'est-à-dire Oui. que le bailleur ne peut pas s'exonérer de son obligation Voilà. de délivrer un De logement délivrer, décent. Donc, c'est si ça. le logement n'est pas décent, il y aura un souci. Alors, si le logement n'est pas décent, on fait quoi? Ben, le, Quels sont les recours du locataire le locataire peut exiger, simplement, peut exiger au bailleur d'effectuer les travaux. Il faut un Pour courrier la recommandé. décence. Pour la Pour que décence, l'argent pour la soit décence. Hein. oui. D'effectuer les travaux que les gens soient décents, par une lettre recommandée avec accusé d'exception. D'accord. Si jamais le bailleur, je pense qu'il y a un délai de 2 mois, je crois, il me semble, Oui. si je ne dis pas de bêtises, Oui, oui. ne respecte pas ce délai, ce Il délai. ne fait pas les travaux. Ne fait pas les travaux, le locataire a la possibilité d'aller de faire, saisir. même avant ça,
de prendre un huissier pour constater effectivement que le logement n'est pas décent. D'accord. Et après, d'assigner le bailleur pour qu'il puisse. D'accord. Il est obligé de prendre un huissier pour constater Non, il n'est pas, que le logement pas Non, forcément, il peut forcément saisir, obligé il peut de prendre un huissier, saisir mais il peut le- aller directement, mais bon. D'accord. Mais il les organise. Il peut aussi, avant d'aller en justice, il peut aussi voir la CDC, ce qu'on appelle la CDC, c'est la Commission départementale de conciliation. Il peut D'accord. aussi aller saisir la commission, Oui. qui va essayer de trouver une solution entre les deux parties, le bailleur. Bon, en vrai, la solution, c'est quoi? C'est de faire les travaux. C'est de faire les travaux. il y aura pas de- Non, mais Voilà. il ne veut pas faire les travaux. Donc s'il fait pas, il essaie de trouver une solution. S'il ne fait pas les J'essaie de travaux, savoir. lorsque Il a le- l'obligation de faire les travaux. D'accord, mais s'il ne les fait pas, il peut avoir l'obligation. oui, mais oui. à ce moment-là, on va escarbiller la signe à ce moment-là. Attendez, vous êtes en forme. Hein. Vous êtes- ça fait deux séances que vous me faites ça. Mais c'est que- Attendez, allons-y progressivement. Donc, le bailleur, le logement n'est pas décent. On est Oui. entièrement d'accord. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel est le recours du locataire. Alors, François Zermec me dit qu'il peut saisir un huissier. Mais moi, je dis que c'est une dépense. C'est pas, il n'y a pas que cette Il n'est pas obligé de le solution. faire. Il n'est pas obligé de le Alors, faire. qu'est-ce qu'il Il peut n'est pas faire obligé- Il n'est pas obligé de le faire. Je veux dire, après le courrier, si le bailleur ne le fait pas, il saisit la commission. Il peut La saisir commission départementale de conciliation, c'est-à-dire celle qui règle les rapports Les litiges, voilà, locataire. entre bailleur et Litiges, locataire. voilà. D'accord. Qui va Et- donner un avis, Qui va donner un avis D'accord. et qui va convoquer aussi les parties. bien sûr. Bien sûr. Et à ce moment-là, s'il n'y a vraiment pas de solution, on sera, le locataire pourra saisir le tribunal judiciaire. D'accord, mais il me semble aussi que les organismes qui délivrent les prestations familiales ont la possibilité aussi d'intervenir dans cette affaire-là, lorsqu'elles sont saisies. Elles ont la possibilité de vérifier que le logement n'est pas décent et de suspendre. Oui, Ils suspendent on est le logement. d'accord. Tout ce qui est D'accord. CAF, tout ce qui est d'accord. Mais, ok, mais oui. le locataire aussi a la possibilité, en dehors. logement. Mais Oui. suspendre l'opération de logement, c'est quoi? La Ce n'est pas que c'est location, sur le locataire. oui, mais- C'est lui qui paie sur la location de logement. Et Non, la c'est difficulté. le bailleur qui paie sur la location en général. Pas obligatoirement, soit effectivement le Oui, bailleur mais- reçoit directement. Ah, tu veux dire que s'il reçoit, oui, d'accord, ok. voilà, Ouais, ok. c'est le locataire qui est en On est d'accord, difficulté mais- aujourd'hui. On est d'accord, mais Ce- si, mais si faut le que- locataire perçoit la location de logement, c'est pour le verser au bailleur. C'est pour verser au bailleur, oui. Oui, c'est Donc ça. le bailleur ne l'aura pas si les prestations Oui, mais- interviennent. Mais il y a aussi C'est- la possibilité. Il y a aussi la possibilité de saisir un organisme de comment dire comment ça s'appelle les organismes de conciliation, les organismes Oui, c'est la conciliation. qui font de la concertation au niveau national ou bien Médiation local. Non, pas la médiation. Oh mon Dieu, le terme m'échappe. Je veux dire par là, Cabex, ce que j'essaie de dire par là, c'est que Ouais. la saisine de l'huissier n'est pas forcément... Non, c'est pas une obligation. Il y a des organismes pour ça que le locataire peut saisir. Il peut saisir aussi la CAF qui va faire la Oui, démarche la pour caisse de vérifier. location. Parce que l'huissier va constater que le logement Bien n'est pas sûr, décent. bien Mais sûr. la CAF va le vérifier et il y aura une intervention. D'accord. Donc, imagine qu'on aille devant la commission de conciliation. Qui a un avis, Ouais. qui va certainement dire au bailleur, le logement Oui, n'est il va pas faire les décent, il travaux. faut faire les Il va faire les travaux. travaux, bien Si le sûr. bailleur ne le fait pas, on fait quoi? Bon, on saisit le tribunal. C'est ça. On dit le juge. Tribunal On saisit le tribunal juge. judiciaire. D'accord. Et qu'est-ce que le juge pourra ordonner alors? Soit va condamner effectivement le propriétaire à réaliser les travaux, soit va prévoir une diminution Diminution des loyers. Et dans certains cas, par exemple, si, si ça concerne par exemple l'aspect sanitaire, par exemple, c'est un exemple qu'on peut rencontrer beaucoup en Martinique, Ouais. les problèmes d'humidité. Ouais. Votre logement n'est pas décent parce qu'effectivement il y a des problématiques d'humidité. Lié à des infiltrations. Il y a des infiltrations, ça impacte la santé de la personne. La personne a effectivement des problématiques de poumons ou de respiration. Elle pourra également réclamer des dommages et intérêts Au bailleur. au bailleur. D'accord. Dans la mesure où il n'a pas fait les travaux, Dans la mesure où il n'a pas subi fait. un préjudice. Exactement. D'accord. Ah, par contre, on a listé ce qu'il devrait faire le locataire. Par contre, Oui. il y a une chose qu'il ne devrait pas faire du tout. Là, c'est une erreur souvent que font les locataires, c'est qu'ils décident d'arrêter de payer le loyer. Simplement. D'accord. Les travaux ne sont pas faits, donc je ne peux pas mon loyer. Je décide de ne plus payer parce que Ça, tant c'est- qu'il n'a pas fait les c'est ça travaux. qu'il doit faire les travaux. Ça, D'accord. c'est Ça, c'est à pas possible. oublier. Même pour Ça, le à logement, oublier. même pour un logement indécent. Même pour le logement indécent, c'est à oublier ça. Il ne faut pas le faire. D'accord. Parce qu'on on ne peut pas arrêter une prestation parce que la prestation n'est pas faite. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, il faut éviter ça. Sauf bien sûr dans le cas où le logement devient inhabitable. Là, il faut faire constater, à ce moment-là, le loyer peut être... Il peut ne pas payer Il le peut ne loyer. pas payer le loyer. En tout cas, il ne va pas le payer, mais il va le déposer quelque part. Oui, il va le consigner, Voilà, c'est ça. Il va consigner l'avocat. Mais ne jamais faire ça. C'est-à-dire, je ne paie pas mon loyer parce que les travaux, non. C'est interdit ça. D'accord. Parce que vous risquez d'être le bailleur, même s'il est en tort, il risque de faire, il peut faire résilier le bail et puis il risque d'avoir gain de cause à ce moment-là. En Très faisant bien. résilier le bail.
Alors, je vais simplement rappeler à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de poser leurs questions, puisque l'émission est faite pour vous. Et je vous rappelle le numéro du standard, c'est le 05 96, c'est un fixe, 71 27 07. 71 27 07. D'ailleurs, on a un appel, on va prendre l'appel. Bonsoir. 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 Je pensais qu'on avait un appel, mais apparemment, cette personne n'est pas au bout du fil. Elle a peut-être raccroché, j'en sais rien. Alors, revenons à nos notions de décence. Donc, on a dit que la décence, ce sont des superficies minimales, on est d'accord? Oui, on a dit ça. Oui, c'est ça. Et vous m'avez parlé aussi de la santé. Oui. Vous m'avez parlé de la sécurité. Donc, le logement, il doit pas porter atteinte à la santé du locataire. À la santé du locataire. Dans quel cas de figure on peut trouver un logement qui porte atteinte à la J'ai donné santé? l'exemple des infiltrations. Ben voilà, La fameuse humidité. Humidité. Voilà, c'est un exemple. Quelqu'un qui est asthmatique, effectivement, et qui souffrait justement de ce type de pathologie, Ouais. ne pourrait pas rester dans un logement humide. par D'accord, ça exemple. va accentuer sa C'est ça, pathologie. c'est Par ça, conséquent, c'est il ça. pourra. Mais là, on va pouvoir demander au bailleur de faire les travaux quand même. Ah oui. Ah oui. D'accord. On pourra pouvoir faire les deux. Mais- C'est-à-dire, j'exige qu'il fasse. et là où le jeu, on va dire, la relation, voilà, c'est que c'est pas parce que le locataire a accepté de prendre le logement avec effectivement ces problématiques-là au départ, Ouais. qu'en cours du bail, il ne pourra pas demander au tribunal que la mise en conformité du logement. par rapport à la décence. Donc, il faut faire très attention à ça. Très souvent, en D'accord. fait, en Martinique, on voit ça, des logements qui sont loués dans des situations un peu. Voilà. Donc, il faut D'accord. que Donc les bailleurs soient le très locataire attentifs n'a sur pas ça. de délai pour pouvoir agir. Donc, il est peut-être montré aujourd'hui. Il peut demander ça 2 ans après, il peut demander. agir en Il peut disant agir en que disant. mon logement n'est pas décent, etc. À l'entrée, comme en cours du bail, il peut le faire. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Tu es en direct là? Oui, tout à fait. Quel est votre prénom? François. François, quelle est votre question? Voilà, je suis bailleur Oui. et là j'ai des problèmes avec un locataire concernant un bungalow, car c'est un bungalow qui est sous piloterie et là il y a le plancher qui s'est affaissé sur un côté. Ouais. Et là, je ne peux pas faire des travaux actuellement. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens y habitent dans la maison. Ils sont à 5, je crois, ils sont à 4, plus la dame, plus la femme est en situation. Et là, je peux pas les loger ailleurs et je ne peux pas faire les travaux actuellement. D'accord. Alors, on va poser la question à nos experts, François. Ah oui. Alors, Zouk TV. merci François. Merci de participer à l'émission. Alors, François nous dit que le logement, il y a une partie du logement du sol qui s'affaisse. La dame est enceinte. C'est bon. Ils sont au moins 5 à l'intérieur et que lui, il ne peut pas les reloger. Comment on fait? Alors, Oui. comment il s'appelle? François. Alors, Oui. normalement, vous avez la possibilité de faire les travaux. Le locataire, normalement, doit vous laisser entrer pour effectuer les travaux. Surtout, ce sont les travaux d'urgence. Apparemment, d'après ce que vous dites, ce sont les travaux d'urgence. Apparemment. Ouais. Donc, le locataire doit vous laisser entrer dans le logement pour effectuer les travaux. Donc, Oui. pourquoi, juste la question que je vous pose, c'est pourquoi vous ne pouvez pas effectuer les travaux? Pourquoi? Je ne peux pas effectuer les travaux actuellement parce que les gens y habitent et là, pour pouvoir refaire Mais- la salle Attends. au balcon, il me faudra au moins 2-3 jours. Et les gens y habitent dans la maison. D'accord. C'est-à-dire que François, pour faire les travaux, il est nécessaire que les gens s'en aillent. S'en aille ou bien vider au moins une pièce pour que je puisse utiliser faire les travaux dans l'autre côté. D'accord. Bon, Et là, ils peuvent. pas parce qu'ils ont plein de meubles là-dedans et la dame est en situation. Il y a deux enfants plus le mari, il y a plein de monde dans la maison. Alors, vous voyez, je suis handicapé actuellement. François, les travaux vont durer combien de temps? À peu près combien? La durée, combien? 3 jours? À peu près 2-3 jours, ouais. 2-3 jours. Mais si vous pouvez faire les travaux dans une pièce et qui peuvent être dans une autre pièce, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas les loger. Donc, ils devraient vous laisser effectuer les travaux dans la pièce concernée. Oui, voilà, justement, ça concerne la salle de bain plus le séjour. Et la dalle, il va falloir que je remplace. Et alors, bon, Mais est-ce qu'il refuse que vous rentriez pour faire les travaux? Il refuse ou pas? Est-ce que
est-ce qu'ils refusent que vous entriez dans la logement pour effectuer les travaux? Non, Ben, non, donc- pas du tout. Hein. Ben, Non, c'est que moi, il me faut 2 ou 3 jours. Oui, mais- pour faire mais- les travaux, mais- et la maison est remplie. D'accord. Oui, c'est ça le D'accord. problème. D'accord. Je vois pas. Alors oui, non, mais on lui donne une réponse quand même, parce qu'il est dans son droit de dire que moi, il faut que je fasse les réparations. Oui, Il oui, ne peut bien pas sûr, intervenir. il est descendant. Bien sûr. Alors lui, sa question, c'est comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est dommage que on voit pas la maison, mais bon, je pense que vous avez la possibilité déjà. Il fait une sommation, il fait quoi? Moi, non, avant d'arriver jusque-là, je pense que vous devriez voir vos locataires, leur expliquer le problème, et je pense que s'ils sont d'accord pour que vous effectuiez les travaux, libérer la pièce qui est en désordre, où il y a le désordre, libérer cette pièce-là, Ouais. et pendant 2-3 jours, effectuer les travaux. Non, en fait, voilà, pour que ce soit plus clair pour François, vous avez effectivement l'accord de vos locataires. Rien ne vous empêche de vous arranger justement avec ce locataire et de mettre en place un planning d'intervention de l'entreprise. Donc, si c'est 2-3 jours, vous dites par exemple avec l'entrepreneur, de telle heure à telle heure, l'entrepreneur intervient sur telle zone, voyez, donc il faudra libérer telle pièce et vous faites vos travaux en fait progressivement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis Donc, entièrement d'accord. vous- Je suis entièrement d'accord. C'est que là où le bas blesse, là où il y a le plus problème, c'est que la maison est remplie avec des armoires, avec des réfrigérateurs, avec des lits un peu partout à droite à gauche. Et pour vider la salle de bain avec machine à laver et tout, pour vider la salle de bain et le séjour pour pouvoir refaire la dalle, vous savez, pour faire la dalle, il faut tout vider. Est-ce qu'il y a moyen... Pardon. Alors, c'est pas les habitants qu'il faut reloger, il faut enlever les meubles et les casiers en quelque part. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a Trouver moyen, voilà, c'est une ça. sorte de garde-meuble pour pouvoir stocker ça pendant 2-3 jours. Ouais, bon. C'est ce qu'il faudrait faire. J'essaye encore. Et là, je peux pas demander mon loyer. À chaque fois, il y a des retours parce que je peux pas faire les travaux. Je sais que ce n'est pas obligatoire d'ailleurs, mais bon, pour éviter d'avoir des problèmes, je demande à qui au moins libérer la pièce. Mais c'est pas évident. Ils ont pris d'enfants. En plus, vous connaissez, c'est des étrangers, des Saint-Luciens. Alors, quand ils arrivent à 1, ils repartent à 25. Alors, vous dites, la maison est comme un genre de fouillis. D'accord, oui. C'est ça le gros problème. D'accord, il y a un souci. Alors, est-ce qu'il peut passer sur la commission de conciliation pour trouver un contact avec le locataire? François, moi, ce que je vous conseille, c'est de saisir la commission départementale de conciliation qui va vous faire venir. Il va faire venir. Ah, c'est la DDE, c'est ça? C'est la DAL. Surtout qu'il est de bonne foi, il a envie de faire des travaux. Donc, mais la question que je me pose, c'est que François nous dit que la dalle s'effondre en quelque sorte. Il est obligé de refaire une reprise de dalle. C'est ça, et ça porte atteinte à justement, ça peut porter atteinte à la sécurité, justement. C'est la question que je posais. Est-ce que Oui, c'était voilà, pas tout à fait. un logement décent? Mais c'est ça. C'est ça. J'étais obligé de mettre un morceau de d'immobilier pour éviter que ça casse partout. Voyez? Et là, je veux le faire en béton, mais là, j'ai pas... L'autorisation. Vous êtes gêné pour faire les travaux. Ça mettra plus de temps, ça mettra plus de travaux et tout. Alors là, je me suis dit, bon, je vais refaire un fiwok, mais un fiwok beaucoup plus épais, puisque quand ils sont rentrés, ils étaient à 2, mais maintenant, ils sont déjà à 5. Alors, vous voyez, c'est pas la même solidité. Ça, c'est autre chose. Ça. D'accord. Vous avez un contrat de location. En tout cas, juridiquement, rien ne fait obstacle à ce qu'il fasse ses travaux. Bien sûr. Premier point. Ensuite, j'ai entendu que vous avez parlé effectivement des loyers que vous réclamez pas, parce que vous êtes gêné, parce que le logement n'est pas... Faut vraiment fonctionner par étapes. Première étape, effectivement, comme a dit mon collègue, soit effectivement vous transmettez un courrier au locataire dans lequel vous expliquez, parce qu'il faut quand même vous couvrir juridiquement, parce que demain le logement s'effondre, il n'y aura aucun élément qui va pouvoir démontrer effectivement que vous aviez essayé de faire le nécessaire pour pouvoir le rendre décent, et votre responsabilité sera engagée. Vous voyez? Donc dans un premier temps, à votre place, j'aurais déjà fait un courrier au locataire, avec accusé de réception ou bien sous récépissé, avec un récépissé, enfin disant qu'ils ont bien reçu le courrier, dans lequel vous leur expliquez que le logement a un risque imminent, qu'il faut que vous fassiez des travaux. Premier point, que voilà, comme dit ma collègue, vous leur proposez un délai d'intervention, un calendrier d'intervention avec des dates.
En principe. Et pour ça, il faudrait que je fasse un courrier au moins 2 ou 3 mois à l'avance pour qu'ils puissent s'organiser. Non, il y a une non, urgence. faites-le maintenant, faites-le maintenant le courrier. On va le faire tout de suite. Non, il n'y a pas de délai de 2 mois ou de 3 mois. Les 2 mois, c'est. Non, ce n'est pas. Je sais ce qu'il veut dire. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, faites le courrier maintenant, qu'ils le reçoivent dans la semaine. D'accord. Si vous voulez qu'on vous donne un coup de main pour la rédaction de ce... François, si vous voulez qu'on vous donne un coup de main pour la rédaction de ce courrier, vous pouvez revenir vers nous pour qu'on puisse vous accompagner. D'accord. Donc on donne ton numéro. D'accord, pas de problème. Donne ton numéro. Yannick Zozim, 06 96 17 80 09. Voilà, le numéro s'affiche. C'est le numéro qui s'affiche à l'écran. Voilà, c'est ça. C'est Madame Zozim, d'accord. Donc ce serait bien effectivement d'abord de commencer par Oui, ces parce projets. qu'il faut qu'il ménage quand même. Je vous remercie longuement et puis bonne continuation. Hein. D'accord. Merci François. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Oui, alors. Oui, en fait, quand on est bailleur dans ce type de situation-là, c'est vrai qu'on a toujours tendance, en Martinique, à discuter, à prendre des accords voilà, en verbaux. Mais il est important, Se protéger. aussi bien bailleur que locataire, que de faire en fait de faire des démarches écrites par le biais de courrier pour vraiment démontrer en fait toute la procédure qu'on souhaite mettre en place, quoi. D'accord. Parce que demain il y a une difficulté, je vous dis, il y aura pas demain il y a quelqu'un qui se blesse ou autre, ou le logement c'est clair. s'effondre. Il n'y aura pas de commencement de preuve. Il n'y aura pas de commencement de preuve. Vous, votre responsabilité est engagée. Après, bon, voilà. Vous n'avez pas fait les travaux. Assuré ou pas, voilà. Donc, Mais alors, autre question. Il a loué pour 2 personnes et puis il y a 5 personnes. C'est ce que je dis, c'est ça, oui. Bon, c'est autre chose. Ça fait quoi, Bon, alors heureusement qu'il y a un contrat de location. J'espère qu'il a fait un contrat de location. J'espère qu'il a fait un contrat de location, j'espère. Il nous a quittés, je pense. Oui, il est parti, mais j'espère qu'il a fait un contrat de location. Mais de manière générale, je loue pour 2 personnes et puis finalement je me retrouve avec 5 personnes dans le logement. Est-ce que moi, en tant que bailleur, j'ai une possibilité de dire mais ça va pas? Il y en a pêche locataire. Enfin, je te dis ça, il y en a pêche locataire d'héberger du monde. C'est pas interdit par la loi. Les locataires peuvent héberger du monde sans que cela puisse se nuire au contrat de location. Même si ça ne correspond pas à la capacité du logement. Donc, oui, c'est bien ce que je dis, si ça correspond, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Si ça ne correspond pas à la capacité de logement, là on est dans. Si il a un F1 et qu'il y a 10 personnes, là ce n'est plus normal par contre. D'accord. Je pense qu'on a peut-être un autre appel. Grégory, je ne sais pas si on a un autre appel. J'ai le sentiment qu'on a un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Jeanne. Jeanne, quelle est votre question? Justement, ma question est un petit peu, délicate. Je voudrais savoir, est-ce qu'une agence immobilière peut vendre une maison sur un terrain en indivision dont le propriétaire de la maison est mort et la maison était louée justement par cette agence et il y a des nouveaux locataires. La dame leur dit qu'elle peut vendre la maison. Lorsqu'il y aura 1 an, elle peut leur vendre la maison. Est-ce possible sur un terrain en indivision? Alors, reprenez pour nous, oui, parce que j'ai un petit peu perdu. Alors, c'est l'agence immobilière qui vous dit qu'au bout d'1 an, il peut vendre la maison, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, comment ça? C'est-à-dire, alors, reprenez pour moi ce délai-là, parce que je n'ai pas suivi le délai. Elle a des nouveaux locataires depuis 1 an et quelques mois. Oui. Et quand il y avait 6 mois, elle leur a dit qu'elle peut vendre pour eux la maison, je ne sais pas, le terrain et tout. D'accord. Après 1 an. D'accord. Alors, je me demande, est-ce possible? D'accord. Ça doit être une réglementation nouvelle. Il y a déjà plusieurs questions en suspens, parce que bon, déjà, c'est l'agence immobilière qui loue, ça, on est bien d'accord, hein? Oui. Mais à quel titre? C'est-à-dire, elle est mandataire, c'est qui le mandant? Il louait pour quelqu'un qui vivait en métropole. Oui. Mais cette personne est morte. D'accord. Et elle a des enfants. Ouais. Les enfants ne veulent pas venir en Martinique parce que de toute façon, ils ne peuvent pas même connaître Martinique. alors ils veulent vendre. La dame aurait pu leur conseiller en disant que c'est pas possible puisque le terrain n'est pas. Le terrain, c'est ça, le terrain en division, c'est ça. Le terrain, c'est un terrain familial. Ah, encore plus. Familial. D'accord. Alors, on va essayer de démêler tout ça. Allons-y.
Donc, les Je ne sais divisions. pas si je Alors, suis assez clair. déjà, Oui, c'est ça. déjà, il y a un principe, le propriétaire du sol est propriétaire de tout ce qu'il y a au-dessus du sol. Donc, par conséquent, le terrain en indivision. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment déterminer qui est propriétaire de la maison qui est sur ce terrain-là, vous voyez? C'est pas parce que la dame qui a les enfants en France a construit sur ce terrain-là qu'elle est en réalité propriétaire de cette maison-là. C'est pas ses enfants. Vous m'excusez. Oui. C'est sa marraine qui lui a fait don de la maison. Oui, mais dont par un notaire ou De bien. la maison, Mais est-ce que- sachant qu'elle n'avait pas de terrain à elle. D'accord. Mais elle a construit, sa marraine a construit quand et comment cette maison-là? C'était une petite maison en apprenti depuis. Ça date de 1962. Oui, elle lui a laissé la maison, mais c'est le Donc la maison, si on est division. Tout le terrain, puisque ça. Oui, d'accord. C'est ça, Mais la maison aussi. le terrain en alors. indivision, La maison- tout ce qui est sur. Alors, le principe en droit, c'est le terrain en indivision, tout ce qui est sur le terrain en indivision. C'est-à-dire, ça peut être Donc, pour construit pouvoir après. vendre la maison, il faudrait que tous les indivisaires, toutes les personnes qui seraient propriétaires du terrain signent le document de vente de la maison. Donc, aujourd'hui, en l'état actuel, je vois pas trop l'angle d'analyse de l'agence immobilière. Excusez-moi. On pourra pas C'est ce que vendre cette j'avais maison. compris. C'est ce que j'avais compris, puisque la personne qui occupe la maison maintenant, elle est venue me voir. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que ce n'est pas possible. Il y a 12 familles sur le terrain. Personne n'a... enfin, j'ai l'acte du terrain, mais personne ne veut faire de démarche. Alors, moi, à mon âge, je laisse pour les autres. Hein. Donc, en l'état actuel, le terrain, vous avez raison, en l'état actuel, la maison ne peut être vendue. Mais d'où l'agence sont après un an, ils peuvent acheter. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris cette J'ai pas compris réglementation-là. ce En fait, truc-là. c'est ce que la dame a dit à la locataire qui est là. Elle est venue me voir, la locataire. Oui. Je lui ai fait comprendre que ce n'est pas possible. Bah oui, c'est pas possible. Mais au contraire, elle s'est fâchée contre moi, le fait que je lui ai dit ça, je ne sais pas. Et puis, c'est elle qui veut me donner des limites maintenant. Vous suivez souvent l'émission, madame? Non, ça, depuis l'année dernière. Ah, mais c'est pour ça, parce que vous avez déjà les bons réflexes. Je vois que vous avez déjà les bons réflexes. Comme ça, je vous ai vu là. J'ai dit, il faut que j'appelle. D'accord. Moi, je vois que vous avez les bons réflexes en matière de droit de la propriété. Et C'est voilà. vrai. Non, effectivement, si le terrain en indivision, à l'état actuel, on ne peut pas vendre la maison. Et- De toutes les façons, Voilà. pour qu'il y ait vente, il faut que la vente passe devant le notaire. Donc le notaire, Je pense bien. le notaire va se saisir du dossier et voilà quoi. C'est pas. Il faudrait que tous les indivisaires signent. Bah oui, voilà. C'est Donc il n'y compliqué, aura là. pas de problème. Oui, ça. Je ne comprends pas. De toute façon, la dame fait ce qu'elle veut, mais elle n'enquête pas sur moi. C'est tout ça que je veux lui dire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'ai pas compris. Elle a dit qu'elle ne veut pas que l'emmène empiète sur elle. D'accord. Ok. Et la dame est sur un terrain, elle me dit qu'elle veut que la dame lui donne ses limites. Alors que tout le terrain est La bâti. division. Il n'y a pas eu de partage, il n'y a encore rien eu. C'est complètement clôturé. Alors je ne sais pas ce qu'elle cherche. Enfin, c'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous. On vous a répondu en fonction des éléments que vous avez donnés, madame Jeanne. Ouais. J'ai bien D'accord. compris. J'ai bien Ok, compris. pas de souci. En tout cas, Jeanne, c'était un cas quand même intéressant hein, pour nos experts. Là. Allez, bonne soirée. Ça les a fait cogiter. Très bien. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre à propos du logement décent? Bon, Avant on a vu de tout, faire on a un break. vu les critères. Il y a quand même 2 autres critères. Il y a une question par contre. Là. Voilà. Oui, Coralie. Du coup, moi, Bravo, Coralie. Merci, Coralie. j'avais une question. Donc, si le locataire qui rentre dans un logement et le logement n'est pas décent, est-ce qu'il a la possibilité de prendre en charge les travaux et d'avoir une déduction de loyer ou une remise de loyer? En matière de logement décent, le locataire ne peut pas faire les travaux. C'est obligatoirement le propriétaire, c'est la charge du propriétaire de faire ces travaux-là. C'est-à-dire, pas question de faire une contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas, c'est le Mais c'est à propriétaire. quel moment? Parce que si Coralie pose la question, c'est Oui, que... c'est qu'effectivement, on va peut-être Il y a travaux et travaux, c'est exactement c'est ça. Non, c'est parce qu'elle sait qu'il y a... Oui, c'est joli, parce qu'il y a travaux et dispositif. travaux, c'est ça. Non, mais- on peut en parler. Voilà. C'est ça. Ouais, on a vu effectivement en termes d'obligation. Donc il faut vraiment que ça soit bien
faut bien respecter le c'est plan ça. avancé pour bien comprendre. D'accord. Premier élément, le logement est décent. Oui. La case est cochée, on peut aller analyser le deuxième élément qui est un logement en bon état d'usage et de réparation. D'accord. Bon état d'usage et de réparation, ça ne veut pas dire que c'est un logement neuf. D'accord. C'est un logement, effectivement, qui a des caractéristiques, qui est en bon état, que le locataire peut effectivement y habiter, l'occuper sans normalement avoir à faire de travaux pour y habiter, en fait, en gros. D'accord. Et effectivement, il y a cette possibilité-là, sur ce volet-là, de prévoir une clause dans le bail qui met à la charge du locataire ces travaux de mise en état. De mise en état du logement. Oui. Mais cette clause-là est très encadrée. Il faut. En fait, très encadrée, sinon elle est réputée non écrite, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être appliquée. Donc, la clause doit notamment prévoir une diminution de loyer. La durée pendant laquelle cette diminution de loyer-là est prévue. Elle doit également indiquer comment gérer les modalités en cas de départ anticipé du locataire. Effectivement, il a fait des travaux à hauteur, j'ai dit une bêtise, de 50 000 euros. Si Bobo a fait du bail, forcément, les 50 000 euros ne seront pas remboursés. Comment on fait pour le lui rembourser? Pour le lui rembourser. D'accord. Sur justification des dépenses, il faudrait justifier aussi ces dépenses. Justifier les dépenses, c'est important. D'accord. Mais sous ce volet-là, effectivement, il y a cette possibilité d'aménager une clause mettant à la charge du locataire. D'accord. Donc, on résume. Obligation de délivrance, logement décent, il n'est pas question que le locataire fasse les travaux. Tous les travaux sont à la charge du propriétaire. Okay. Lorsqu'il s'agit d'une obligation d'entretien, puisque, non, on n'est même pas au stade de l'entretien. Non, bon état d'usage et de fonctionnement. En bon état, à ce moment-là, le bailleur peut dire au locataire, vous allez faire les travaux à ma place, les travaux de remise en état. Exactement. Mais le logement doit être décent. Décent. Et justement, ce que j'allais dire, attention, parce que seuls les logements qui répondent aux normes minimales d'habitation et de confort, d'habitabilité et de confort sont concernés par ces travaux-là. Attention, seuls les logements qui sont déjà dans la clause express, quand on fait des clauses express, c'est ceux qui ne sont pas conformes à ces normes-là, on ne peut pas faire cette clause-là. Exactement. D'accord. Donc la clause, c'est quoi? C'est de dire que le locataire fera des travaux, on va lister les travaux, on va donner le montant des travaux, et puis on va voir comment on impute. C'est ça. La dépense faite par le locataire sur le loyer. Sur le loyer. Et c'est une obligation. C'est une obligation. Par exemple, il y a eu un arrêt sur ce point-là où le bailleur n'avait pas imputé sur le loyer, mais avait juste mis comme clause comme élément qui n'aurait pas eu d'indexation du loyer. C'est-à-dire que le loyer n'aurait pas augmenté en fonction de l'indice de référence des loyers. Et ça marche pas. Ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait une diminution du loyer pour que cette clause-là soit valable. D'accord. Mais le bailleur qui a consenti la diminution de loyer, donc les travaux qui ont été faits, il va les prendre. Il va les récupérer en fait. Oui, à la fin, ce sera lui de toute façon. On ne peut pas dire qu'il s'est enrichi. Non, on ne peut pas dire qu'il s'est enrichi, non. D'accord. Voilà. Si vous voulez bien, on va faire une pause et on se retrouve dans quelques instants, même si on n'a pas épuisé la question des obligations du bailleur. On va continuer, c'est pas grave. Entendu, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Ça change. C'est qu'à la fin tous les jours bébé, comme si tout ça t'est matché. Avant mon amour nous bébé, mais nous pas écrit l'essentiel. Y aurait des pages pour homme s'appeler belle. Mais nous t'es pas temps pour parler. C'est ça qui t'a séparé nous tous les jours. Quand déjà dit à nous quand il faut. Faut ça laisser le temps. Installer pour rendre plus grand. Sous les de ma vie trop.
Rebonsoir. Je vous rappelle que vous pouvez appeler pendant cette émission, puisqu'elle est consacrée, elle vous est consacrée. Le thème de l'émission, c'est les relations entre bailleurs et locataires. Nous étions en train d'examiner les obligations du bailleur. Donc, on avait parlé de la décence du logement, l'obligation de délivrance. Donc, le bailleur doit délivrer un logement décent, un logement en bon état d'usage, d'accord. Et ensuite, un logement, il doit des garanties au locataire. Oui, exactement. D'accord. Alors, je rappelle le numéro. Vous pouvez appeler au 71 27 07, c'est un fixe, 05 96 71 27 07. Alors, je voulais revenir sur le logement décent. Oui. Effectivement. Oui, non, mais c'est important parce qu'il y a des situations on ne s'imagine pas. Oui. Parmi les règles pour un logement décent, il ne faut pas que le logement soit infesté par des nuisibles. Oui, tout à fait. C'est vrai. Oui, donc les blattes, caforts, tous ces éléments-là, il ne faut pas. Il y a une obligation de résultat qui s'impose au bailleur, c'est-à-dire que tu dois faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas ce type d'infestation, comment on dit, je sais pas comment on dit. Infestation, voilà. Voilà. Vous pensez vraiment que le bailleur loue des maisons avec des bon, si c'est pas des garages, ce sont des souris alors, c'est pas des garages. Des nuisibles quoi. Ça peut arriver. Donc oui, il peut être condamné pour ça. Donc, récemment, il y a eu, c'était au niveau national, une période d'infestation de punaises de lit. Est-ce que ça rentre est-ce qu'on peut dire que ça rentre punaises de lit. Ça a fait l'actualité pendant un certain temps, un mois et demi. Surtout en ça rentre dans le cadre de nuisibles. D'accord. Ok. Alors, c'était ça. Oui, je voulais quand même dire ça parce que les nuisibles. Voilà, on se rend compte que quand même ce qui pèse sur le bailleur quand même assez important, quoi. Très bien. Même l'aménagement, on n'a pas parlé du critère d'installation d'équipement aussi, c'est important aussi. Oui, c'est important. Alors, à quel moment que le logement est décent, il faut obligatoirement de l'eau chaude dans les appartements. Oui, ils disent au moins le raccordement pour avoir l'eau chaude. Il faut qu'il y ait au moins ça. Eau chaude, eau froide. Chez nous. Eau chaude, eau froide. Il n'est pas d'accord. Non, mais j'ai une question. Mais tout ce dont vous parlez là, tout ça est établi quand même dans l'état des lieux. Lorsque le bailleur fait l'état des lieux avec son futur locataire, ce sont des éléments qui sont repris ou qui sont consignés dans l'état des lieux. Avant même que l'installation de... Non, pas tout. La décence du logement. La décence du logement, par exemple, là on parle d'eau chaude, que ce soit mentionné avant même que le bailleur puisse remettre l'établissement de l'état des lieux ne fait pas obstacle. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'établissement de l'état des lieux ne fait pas obstacle à ce que le locataire puisse réclamer au cours du bail. Parce qu'on dit en cours du bail, c'est la mise en décence du logement. La mise en décence du logement, le logement n'est pas décent en cours du bail. Et c'est une très bonne question parce que beaucoup de personnes pensent ça. On se dit, bon, on fait l'état des lieux, vous avez vu comme le logement il n'est pas beau, il n'est pas beau, c'est pas grave. Mais il ne respecte pas les règles qu'on vient déterminer en matière de décence ou même en matière de... Enfin, surtout en matière de décence, on va dire, voilà, plutôt. Vous louez comme ça, et bien 6 mois après, 1 an après, le locataire peut vous attaquer. La superficie de l'état des lieux, vous mettez la superficie, vous mettez 70 mètres carrés, vous ne voulez pas mettre 9 mètres carrés, vous mettez 70 mètres carrés. Et aucune des pièces ne fait 9 mètres carrés, par exemple. Donc le logement n'est pas décent. Mais la remarque de Nelly est intéressante parce que bien sûr. Ça peut être la preuve que le logement n'est pas décent. C'est ça. Et quand je fais l'état des lieux, effectivement, on peut se baser. Oui, voilà, c'est ça qui peut dire que le logement n'est pas décent aussi, bien sûr. Quand on a fait l'état des lieux, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'eau chaude. L'eau chaude est obligatoire. Oui. Attends, vous rigolez ou pas, mes enfants? Mais qu'est-ce que je dis? Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est pas obligatoire chez nous, en Martinique. Ça n'est pas obligatoire. Le texte dit que de l'eau froide. L'eau chaude n'est pas obligatoire pour qu'un logement soit décent. Il faut qu'il y ait un raccord. Je dis, parce qu'on parle de raccordement. Je parle d'eau chaude. Oui, moi je parle de raccordement. Monsieur l'expert, ne me contredisez pas. Je parle de raccordement. Je parle d'eau chaude. Je vous ai posé la question de savoir... Est-ce que l'eau chaude est obligatoire pour que le logement soit décent? Il me semble qu'il y a un dispositif spécial outre-mer qui dit que c'est pas obligatoire. Ouais. C'est ce que je voulais entendre. Et c'est ce que je voulais que nos téléspectateurs entendent également. Merci beaucoup. L'électricité, alors, on fait quoi là? C'est-à-dire pour que le logement soit décent, le réseau électrique, il doit être comment? Il doit être conforme, D'accord, mais comment on fait pour savoir s'il est conforme, s'il n'est pas conforme? Mais normalement, lorsqu'on met en location un bien en bail d'habitation, on a un diagnostic obligatoire à réaliser.
Par le diagnostiqueur. Par le diagnostiqueur. Donc on sait qu'il y a un souci. Et on sait dès le départ qu'il y a effectivement un souci à ce niveau-là. D'accord. Donc en tout cas, le propriétaire, le locataire voit le diagnostic, lui, on lui donne. Oui, le locataire, oui, parce que c'est, en fait, le diagnostic, c'est un document d'information pour le locataire, pour qu'il connaisse en fait la situation du logement, notamment en termes de performance énergétique, en termes d'électricité, de consommation d'amiante, de plomb. Je vais revenir. C'est valable. Le diagnostic énergétique, du coup, il est valable pour un appartement comme pour une maison, quel que soit le bien qu'on va louer. Il faut qu'il y ait une clim. Donc, du moment qu'il y a une clim, d'accord, donc, appartement ou maison. D'accord, donc il n'y a pas de clim, le diagnostic énergétique n'est pas obligatoire, il n'est pas obligatoire. Non, il n'y a pas de clim. D'accord, mais c'est très bien, c'est bien de parler du diagnostic parce que souvent, beaucoup de propriétaires, et même parfois, et je trouve ça dommage, les locataires se disent, bon, c'est pas grave, c'est pas de diagnostic, on loue quand même. Il y a plein de locations qui se font sans diagnostic. Et je dis toujours, mais le jour où vous avez un problème, vous allez faire comment? Mais c'est pas grave. Le bailleur ne demande pas. Bon, il essaie de ne pas faire le diagnostic, ne pas payer le diagnostic. Ouais. C'est un coût. Ouais. C'est de ne pas le faire. Mais que le locataire soit d'accord, là, c'est moyen, quoi, je veux dire. Écoutez-moi bien, les locataires. Écoutez, messieurs les locataires, mesdames les locataires, je sais pas. Faites les diagnostics, c'est important. Faites les diagnostics obligatoires. Donc c'est le bailleur. Le bailleur, mais je veux dire, réclamer, pardon. Je dis faites, mais réclamez les diagnostics obligatoires quand vous faites une location. Réclamer, c'est important. Oui. Le jour où vous avez un souci, vous pouvez vous appuyer sur ce diagnostic-là pour pouvoir réclamer au bailleur vos droits. D'accord. D'accord, c'est important. Très bien. Mais alors, la performance énergétique, ça s'applique déjà chez nous, là? Non, pas encore, c'est le 1er janvier 2028. Non, on n'est pas encore dedans. On n'est pas encore dedans. Non, on n'est pas dedans. Tu voulais poser une question, Lélie? Oui, parce qu'on parlait de documents que le locataire devrait éventuellement demander ou voir avant de rentrer dans les lieux. On a parlé de diagnostic énergétique. Est-ce que si on... Non, diagnostic de performance énergétique. Mais c'est un diagnostic technique, c'est ça. Voilà, mais est-ce qu'il y a un autre document que le locataire devrait éventuellement voir ou réclamer s'il s'agit d'un appartement? Oui, si c'est un appartement, il doit, par exemple, si c'est en copropriété, c'est un appartement en général, c'est en copropriété en général, hein, la plupart du temps, il devra réclamer l'extrait de règlement de copropriété. D'accord. Par exemple. C'est important. C'est important, parce que pour ces obligations justement dans la copropriété, ces droits aussi également, il faut qu'il y ait l'extrait de règlement. Il faut qu'il ait ça. Ça, c'est important. En appartement, je parle. Hein. Oui, en appartement, je pense. Ça, c'est important, ça. D'accord. Alors, les garanties. Obligation de garantie du bailleur. La garantie de nuisance paisible. Nuisance paisible. Voilà. Donc, alors le bailleur ne doit pas faire obstacle, on va dire, à la jouissance paisible du locataire. Donc, le système de garantie en droit. Je prends l'exemple, vous louez une maison avec un chemin d'accès et que vous transformez en servitude pour une autre propriété ou pour un autre bien, par exemple ça. Vous ne pouvez pas le faire en qualité. Voilà, exactement. Donc, ça nous garantit en droit. Donc, n'oubliez pas la jouissance. Au départ. Exactement. Ouais. Quel autre type de garantie on peut citer? Les vis. Il y a la garantie des vices cachés, effectivement. Alors, il faut ce qu'il faut dire aussi, c'est que seule la force majeure pourra l'exonérer de cette garantie-là. Donc, qui exonère qui est le bailleur. Qui est le bailleur, c'est quoi la force majeure alors? Bon, c'est pas sur un événement qui est extérieur, imprévisible. Voilà. Irrésistible, on dit irrésistible, imprévisible, et qu'on ne peut pas, l'humain ne peut pas contrôler. Ne peut pas contrôler. C'est ça. D'accord. On peut avoir un exemple. Un cyclone. D'accord, mais il est prévisible aussi. Il est prévisible d'une certaine mesure, mais la force majeure. Prévisible, D'accord, là, ça l'exonère. C'est-à-dire que ça l'exonère, dans ce cas-là, le bailleur ne peut pas le rechercher en responsabilité. Le locataire ne peut pas le rechercher. Non, le bailleur, puisqu'on parle des obligations de bailleur, l'obligation de garantie des vices. Oui, c'est ça. Donc le bailleur ne peut pas le rechercher en responsabilité. On ne peut pas le rechercher, il ne peut pas le rechercher en responsabilité. D'accord. Et alors, vous m'avez parlé aussi de l'obligation d'entretien du bailleur. Donc ça porte sur quoi son obligation d'entretien? Il est obligé de faire quoi? Donc le bailleur doit faire... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des réparations, ce qu'on appelle dites locatives, des réparations locatives, qui incombent au locataire. Lui, le bailleur, il aura les travaux à effectuer, mais c'est des travaux qu'on appelle de grosses séparations.
c'est-à-dire qui touchent le gros œuvre en général. C'est ces travaux-là qu'il doit les faire. Il est obligé de les faire. Ils sont obligés de les faire. D'accord. En général, c'est ces travaux-là qu'il doit effectuer pour les grosses séparations. Ou les travaux qui sont qui atteignent la sécurité ou la sécurité ou la santé du locataire. Très bien. François nous a appelé, mais c'est typiquement le type de travaux en matière d'entretien que peut être amené à réaliser le propriétaire, le bailleur. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, on est dans les immeubles parfois, donc il ne faut pas qu'ils se contentent aux travaux uniquement des parties privatives. Les parties communes sont importantes aussi. Si les travaux à faire les parties communes, il doit aussi les effectuer. C'est pas parce qu'ils ne sont pas dans les parties privatives qu'il va dire bon, ça ne concerne pas le locataire, je ne le ferai pas. Non. Il faut qu'il les fasse aussi quand c'est des parties communes également. Parties communes, d'accord. C'est important. Okay. D'accord. Et c'est quoi les réparations locatives? Parce que vous m'avez dit qu'il n'a pas à sa charge, le bailleur, les réparations locatives. Alors, ce sont toutes les réparations qui sont à la charge du locataire, d'accord, mais qui sont à l'usage du locataire. On peut dire à l'usage du locataire, c'est-à-dire un type, c'est pas robinetterie, qu'est-ce que je peux dire encore exemple, robinetterie, tout ce qui est mais ça, par exemple, tous ces dispositifs-là sont à la charge du locataire. Tout ce dont il a l'usage sont à sa charge. D'accord. Il y a un endroit. Il y a une liste de réparation locative qui est définie par le décret du 6 août 90-87, je ne dis pas de bêtises. Si je ne me trompe pas, ou mars 87, pardon. Mars 87. Il date de 1987. Donc on peut trouver ça en tapant sur Google, réparation locative, loi du 6 juillet 89, on trouve ça. C'est ça, vous avez la liste qui n'est pas limitative, attention. D'accord, c'était la question, c'est la liste, on peut rajouter d'autres choses. On peut rajouter d'autres choses, elle n'est pas limitative. D'accord, mais au moins les choses sont quand même généralement qualifiées de menus travaux, on va dire. De menus travaux, des travaux qui ne sont généralement pas très onéreux. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose en ce qui concerne le bailleur? La quittance de loyer, il est obligé de donner une quittance au locataire ou pas? Alors, il n'est pas obligé de donner une quittance. Enfin, il donne une quittance à la demande du locataire. C'est la précision. Si le locataire ne demande pas, il n'est pas obligé de donner la quittance. C'est à la demande du locataire. Et ouais, c'est ça, à la demande du locataire. Et est-ce que la quittance, c'est en papier, puis je ne peux pas lui envoyer ça par forme électronique? Alors, ça, je n'ai pas forcément... Électronique, système électronique? Oui, je ne sais pas, c'est la question. Est-ce que je suis obligé de c'est accepté par le locataire? A priori, selon moi. D'accord. Et elle est gratuite, parce qu'on va faire des demandes à payer. La quittance est gratuite. Parfois, il y a des bailleurs qui demandent à payer. Ne faites pas payer le locataire de frais de quittance. Alors, monsieur l'expert, la quittance est gratuite. Je ne discute pas de ça. Mais si je dois expédier la quittance, je ne vais pas vous faire payer mon remboursement. Les frais, non. Non plus? Non. C'est une catastrophe, ça. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas le faire, ça. Vous pouvez faire la quittance gratuite. Le locataire ne paie rien. Je vais l'envoyer par Internet, c'est pas. Vous allez porter la quittance. Je vais la porter. Porter la quittance. Merci du conseil, mais enfin, je ne pense pas que je vais la porter, en fait. Alors, autre question. C'est vous qui m'avez dit ça, monsieur Ozelmack, c'est que lorsqu'il y a un nouveau propriétaire, ce nouveau propriétaire-là, donc ce nouveau bailleur-là, il a une obligation. Ah oui, il doit informer le locataire qu'il est le nouveau propriétaire. Donc, voilà, c'est ça. C'est à lui qu'il faut verser les loyers. C'est à lui qu'il faut verser les loyers. Et comment il fait pour m'informer? Parce qu'il peut m'envoyer un courrier en disant c'est moi le nouveau propriétaire, mais c'est pas lui. Il peut correspondre. Est-ce qu'il y a un document qu'il doit m'envoyer pour que je sois sûr que ce soit lui le nouveau propriétaire? Parce que moi je vous envoie un courrier, c'est moi le nouveau propriétaire, il faut m'envoyer le loyer. C'est pas vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Une attestation? Attestation de propriété. Donc moi, je dois lui réclamer son attestation. Attestation de propriété, c'est ça. C'est ça. On a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Monsieur Édifié. Bonsoir. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Moi, c'est Bruno. Bruno, j'ai reconnu la voix, mais le prénom m'avait échappé. Absolument. Alors, si vous me le permettez, monsieur Édifié, après vous avoir demandé vos nouvelles et vous avoir salué, permettez-moi aussi de le faire pour Mano Granier, boss de la télévision, Grégory qui réalise l'émission et les téléspectatrices et téléspectateurs internautes de Zouk TV. Ils ont bien raison de regarder les experts. Alors, bonsoir également à madame et messieurs les experts de l'immobilier. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Et Nelly, oui,
vous allez bien? Oui, très bien, ça va. C'est parfait. Bonsoir aussi à Coralie et Nelly. Bravo pour vos interventions, mesdames, et bonne chance pour vos études. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez peut-être déjà évoqué. Alors, je voulais juste dire entre parenthèses, c'est un petit peu comique, mais les punaises de lit, c'est ça? Oui. Sont arrivées en Martinique, hein. Juste vous fermer la parenthèse. On a aussi ce fait aussi, malheureusement. Et vous l'avez peut-être déjà évoqué, mesdames et messieurs, précédemment, mais ça sera toujours utile pour celles et ceux qui nous regardent, qui vous regardent et m'écoutent. Est-ce qu'un propriétaire peut rentrer chez son locataire? Alors, si oui, pour quelle raison? C'est ma première question. Je vais écouter les réponses en regardant la télévision. Ça vous permettra de développer davantage. Et la deuxième question, monsieur... J'ai pas compris la première question. Attends. Oui, alors, la deuxième question est très rapide. C'est dans quel cas un propriétaire peut reprendre son logement? Et comment se déroule la procédure de reprise? Alors, Bruno, on va éclaircir. Ta première question, c'est laquelle exactement? Alors, est-ce qu'un propriétaire peut rentrer chez son locataire? Ah oui, d'accord. En son absence. D'accord. En son absence. Si oui, pour quelle raison? D'accord. En son absence. Voilà, et la deuxième, c'est peut-il reprendre son logement et comment ça se déroule? D'accord. Alors, je vous remercie tous, à commencer par vous, monsieur Édifié. Merci Bruno, je sais que tu connais la réponse. Votre expérience et votre compétence. Merci de participer à l'émission en tout cas. À bientôt, bye bye. Bonne soirée à tout le monde. Ça fait chaud au cœur, Bruno. Ça fait chaud au cœur aussi, monsieur Édifié. Bye bye, à bientôt. Alors, première question. Je vois que vous connaissez Est-ce très que bien je peux monsieur entrer Bruno. quand je veux? Est-ce que je peux entrer quand je veux? Mais Parce non, que c'est ma maison. Mais non, on peut pas entrer. Mais non, Non. le locataire, on peut pas entrer quand on veut dans une. Surtout en son absence. Surtout en son absence. D'accord. Sauf bien sûr s'il y a le feu, s'il y a un incendie, vous appelez les pompiers, voilà, il n'y a pas de souci. Mais dans son absence, on ne peut pas entrer même si c'est votre propriété, vous ne pouvez pas entrer dans la maison du Parce locataire. qu'il arrive que certains propriétaires gardent des clés. Oui, ça arrive souvent, les locataires. locataires. Mais non, c'est interdit ça. C'est interdit. D'accord. C'est le domicile, là. En droit français, le domicile, c'est une notion qui est très importante, Oui. qui est protégée. Oui. On voit toutes les difficultés qu'on a parfois, effectivement, lorsque le logement est occupé par des personnes sans titre ni droit. Comment c'est difficile d'aller les squatteurs, hein. Comment c'est difficile de récupérer le logement. Déjà, alors imaginez un locataire clair. qui a un bail, vous rentrez dans son logement, Bonne et due forme, violation de domicile, vous porter êtes, plainte. c'est du pénal. Oui, mais il a le droit de porter plainte, bien sûr. D'accord. Et même Il s'il a est le droit de présent, porter plainte, bien sûr. Oui, on dit en son absence, même s'il est présent également aussi, hein, vous ne pouvez pas pénétrer sur le locataire. Enfin, sans sa présence, si vous autorisation. donne son accord, Sans oui. autorisation, je veux dire, sans Oui, bien autorisation. sûr. Mais il arrive quelquefois que dans des bourgs, les propriétaires disent aux locataires, c'est marqué dans le bail, qu'en cas d'absence prolongée, il faut qu'il dépose la clé chez quelqu'un que connaît le propriétaire. Parce que s'il y a un incendie entre-temps, s'il y a un dégât des eaux, il veut pouvoir pénétrer. On ne peut pas contraindre un locataire à faire ça. Ça n'est pas légal. Non, ce n'est pas légal. C'est C'est un abus de droit. on va dire. Donc c'est une clause réputée Voilà, non c'est écrite. une clause abusive, non. Très bien, mais ça existe dans certains Ça, on est j'ai d'accord. pas vu ça encore, mais bon. Très bien. La deuxième question de Bruno, c'est est-ce que je peux reprendre mon logement? Oui, c'est une très bonne question. Ouais. Alors, il faut savoir qu'en matière, il y a plusieurs. Reprendre le logement. Je vais répondre à cette question de façon la plus large que possible. En matière de bail d'habitation, le loi du 6 juillet 89, il faut savoir qu'on ne peut pas récupérer le logement comme on veut. Le locataire a un droit, on va dire, pas un droit au renouvellement, mais on peut récupérer en fait son logement que pour 3 raisons en matière de bail d'habitation. Donc j'ai perdu mon logement. Je n'ai pas perdu mon logement, mais je peux le récupérer de façon très... Il y a vraiment des raisons pour lesquelles je peux le récupérer, sont vraiment très limitées. Elles sont encadrées, elles sont très encadrées, très limitées. On ne peut pas en rajouter d'autres. Je ne peux pas dire au locataire demain, voilà, je récupère mon logement et puis je suis propriétaire, il part. Dans quelles circonstances je peux récupérer? Trois situations. Donc, il faut donner soit au locataire un congé pour vendre, donc c'est-à-dire 6 mois avant la fin du bail, vous lui transmettez un courrier dans lequel vous lui faites une proposition d'achat. Donc j'attends la fin du bail. Je peux pas en milieu, c'est pas possible. 6 mois. Voilà. 6 mois avant. 6 mois avant la fin du bail. D'accord. Première situation, donc congé pour vendre, soit le locataire effectivement se positionne pour acheter, soit vous proposez le bien à une tierce personne qui se voit. D'accord. Donc ça c'est la première raison pour laquelle il peut partir du logement suite à votre décision. Première condition à laquelle je peux reprendre, c'est parce que j'ai donné un congé pour vendre. Exactement. Ensuite, deuxième condition, c'est le congé pour reprise. D'accord. Donc ça serait pour alors pareil, 6 mois avant la fin du bail, vous donnez un congé dans lequel vous lui spécifiez
que vous souhaitez y habiter. Donc, soit vous y Reprendre habitez, votre voilà, habiter reprendre le vous-même. logement pour y habiter, pas le reprendre pour, comme résidence secondaire. Non, Ouais. pour que vous Y puissiez. habiter ou loger un proche. Un proche. Voilà, pas n'importe quel proche, descendant, enfin, j'ai pas le degré en tête, D'accord. mais descendant, ascendant, mais pas plus loin que ça, quoi. Le cousin. Et toujours j'attends la fin du bail pour ça. Toujours, voilà, c'est ça, oui. Congé pour reprise. Et puis, le congé pour... Motif légitime et Voilà, sérieux. pour motif légitime et sérieux. C'est un locataire, par exemple, qui ne respecte pas le paiement régulier de ses loyers. C'est un locataire qui n'a pas, par exemple, souscrit une assurance habitation. Voilà. Un locataire qui ne respecte pas les dispositions de ses obligations en matière de locataire, à ce moment-là, effectivement, vous lui donnez un congé pour motif légitime et sérieux. légitime et sérieux. Voilà, D'accord. exactement. Et s'il a un chien d'attaque chez lui et que le bail dit qu'il ne faut pas de chien d'attaque, on peut le reprendre là? Alors, la jurisprudence est en constante, comment on va dire, évolution sur cette question. En principe, en matière de bail d'habitation, on ne peut pas interdire le locataire d'avoir un animal de compagnie. Et sous réserve que cet animal de compagnie là, ne crée pas de troubles, de nuisances sonores par exemple, ou alors ne présente pas un danger pour les autres habitants, pour les voisins par exemple. Vous voyez. Donc, oui, on peut avoir un animal de compagnie. Normalement, on ne peut pas l'interdire, mais attention, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Voilà, à ne pas dépasser. Et le chien d'attaque, c'est pas un animal de compagnie, c'est un animal de compagnie. Alors, le chien d'attaque, qu'est-ce qui définit un chien d'attaque? C'est ça? Il y a des races qui sont des chiens, vraiment des chiens, c'est pas n'importe quel chien, je veux dire. Et oui, je sais effectivement, pas si la détention il y a de ces chiens-là- certains chiens qui sont interdits, la détention est interdite, mais à partir du moment que le chien a été respecte la réglementation, même si c'est un chien de catégorie 2, catégorie 2, moi je ne suis pas spécialiste en catégorie de chien, mais voilà, un chien qui est réputé être un chien d'attaque, normalement on ne peut pas vous l'interdire. En tout cas, celui qui aboie sans arrêt parce que son maître n'est plus là, c'est oui, c'est une nuisance. C'est une nuisance et ça passe pas. Ça passe pas, voilà, Très bien. François Zelmac, le paiement du loyer, est-ce que je peux exiger du locataire qui me paie son loyer semestriellement ou trimestriellement, c'est-à-dire vous entrez dans mon local, dans mon logement, je vous dis, ben voilà, il faut me verser 3 mois de loyer au départ. Je peux mettre ça dans mon bail. Alors, avec l'accord du bailleur, c'est possible, du locataire, c'est possible de dire qu'on... Ah, je ne suis pas d'accord, on va pas le paiement trimestriel, je peux dire ça. Oui, c'est possible de dire ça. Je peux marquer dans le bail qu'il est d'accord pour me payer tous les trimestres. Le paiement trimestriel, semestriel... Donc il me paie 3 mois d'avance, 3 mois, avant d'entrer. Semestriel ou semestriel, c'est possible. Semestriel. Ou autre, peu importe. D'accord. Par contre, si le locataire décide après que son paiement devra être mensuel, le bailleur devra l'accorder au locataire. Même si c'était marqué que ça va être payé sur les trimestres. Même si c'était marqué, le bailleur il a ce droit-là de dire j'exige que ce soit tous les mois maintenant. D'accord. Voilà. Au départ, trimestriellement, c'est possible. Pas de souci. D'accord. Par contre, si le locataire décide de payer mensuellement, il a le droit. D'accord. Il n'y a pas une incidence sur le dépôt de garantie quand je le fais payer plus de 2 mois d'avance? On est sur un mois de dépôt de garantie pour le logement, pour la loi suivie, je veux dire. Mais si je demande un trimestre de loyer d'avance, je lui demande aussi le dépôt de garantie? Non, c'est un trimestre, ça fait 3 mois de loyer quand même. Oui, bien sûr. On ne demande pas, on a le dépôt de garantie déjà. Ça fait oui, déjà, non, c'est la question que je vous pose. Savoir si c'est une incidence si je demande. Le dépôt de garantie maximum de 1 mois. D'accord, oui. Oui, ça n'a pas d'incidence. Le montant du dépôt de garantie, est équivalent. Mais non, mais si on demande 3 mois, le dépôt de garantie, pour moi, est déjà... Donc je ne peux pas lui réclamer le dépôt de garantie. Parce qu'on est sous le serment. D'accord, donc si après 3 mois, il me dit finalement je vais payer tous les mois, donc il m'a trompé parce qu'il n'a pas payé le dépôt de garantie la première fois et puis il essaie de me... Il continue à payer ce loyer sans avoir payé le dépôt de garantie. Effectivement, oui. 3 mois, quand même. Comment ça, 3 mois? Il a payé 3 mois. Oui, mais les 3 mois sont écoulés, il paie tous les trimestres. J'attends la fin du trimestre pour lui réclamer à nouveau 3 mois. Et là, il me dit, je ne veux pas payer 3 mois, je veux payer que tous les mois. Vous m'avez dit que c'est son droit. Et du coup, il dit pour garantir, il pas payer, alors comment il m'a fait? La loi lui permet de faire ça? De tricher comme ça? Il ne triche pas, c'est pas de la triche. Mais si, c'est de la triche. Il a voulu, en sachant qu'il a décidé au départ de payer un trimestre.
C'est lui qui décide d'être payé un trimestre. On est d'accord. Mais d'après que j'ai lu, monsieur l'expert, il me semble que quand vous revenez sur un mois, vous devez payer le dépôt de garantie. Il va payer un dépôt de garantie. Il va réclamer le dépôt de garantie. Mais moi, je me dis, bon, on est d'accord, mais moi, je me dis que moi, si au départ, tu me réclames un trimestre, c'est toi qui voulais payer un trimestre, d'accord? Je dis, ok, on est d'accord pour le trimestre. Mais après, je décide de passer un mensuel. Ouais. Donc, tu vas me donner mon dépôt de garantie. Je suis d'accord, mais pourquoi tu me réclames un dépôt de garantie alors qu'au départ, on était sur un trimestre? Parce que j'ai besoin d'une garantie au cas où vous ne me payez pas le loyer. Oui, on est d'accord. On est d'accord avec ça. Mais moi, vous semblez vouloir refaire les lois. Oui, parfois je suis un peu. Oui, mais à ce niveau-là, je suis un peu rebelle. C'est un rebelle. Dans la pratique, j'ai fait beaucoup de bails, de d'habitation. C'est très rare de votre trimestre. J'ai rarement vu même des locataires très fortunés payer par trimestre. En tout cas, ils le font factuellement. Ça veut dire qu'effectivement, ils peuvent payer d'avance, mais dans les dispositions même du bail, le loyer mensuel. D'accord, oui, mais il y a un interdit. Avec un dépôt, une loi qui l'interdit. Mais si j'ai affaire à un locataire dont je connais un petit peu la fantaisie... oui, voilà, c'est jamais... Il passe devant une vitrine de chocolat, il prend tout le stock, et puis le mois d'après, il me dit, mais tu sais, pour ce mois-ci, je ne pourrais pas, je préfère lui demander un trimestre d'avance. Donc ça peut arriver dans ce cas-là. Vous êtes en train de me dire que ça n'arrive jamais. C'est pour ça que je vous taquine. Alors, obligation de locataire. Obligation principale de locataire. Première obligation de locataire. Vous m'avez dit que la première obligation de bailleur, c'est donner les clés. Première obligation de locataire, c'est payer son loyer. Alors, s'il ne paie pas son loyer. S'il ne paie pas son loyer? Oui. S'il ne paie pas son loyer, il y a une procédure à suivre et par le bailleur. Donc, s'il faut une mise en demeure, voilà, etc. On ne peut pas trouver un terrain d'entente. Je ne peux pas vous dire que, ce mois-ci, je ne pourrais pas, je vais te payer 2 mois le mois prochain. On peut trouver un accord amiable dans un premier temps, effectivement. S'il y a une dette d'1 mois de loyer, il y a possibilité de l'échelonner sur le reste. Sur plusieurs. Voilà, oui. Vaut mieux le faire. En tout cas, c'est un conseil qu'il faut donner effectivement au bailleur. Si vous voyez que votre locataire a 1 mois de loyer, si c'est systématique, c'est autre chose. Mais s'il y a un accident de parcours dans le cadre de la location, vaut mieux effectivement que vous voyez avec lui, mettez en place avec un échéancier que de laisser la dette augmenter. Et puis s'il y a c'est ce qu'il faut conseiller aussi aux propriétaires, c'est de mettre en place des garanties de loyer impayé. Donc que ce soit Visal ou l'ancienne GRL. Ou l'assurance. Ou une assurance, ou un garant. Un garant. Justement pour éviter justement d'être... C'est quand même assez cher, apparemment, la garantie Visal, mais la garantie loyer payé, c'est relativement cher. C'est très cher, oui. C'est intéressant, certes, oui, mais c'est relativement cher. Et en plus, les critères de sélection du locataire sont tellement drastiques qu'aujourd'hui, en fait, vous faites face à un locataire, je ne dis pas qu'il ne présente pas de risque, mais dont les risques sont tellement limités, ils sont très limités. Donc, c'est pas forcément... Donc, les choses sont très encadrées. Voilà, très encadrées. On offre une garantie, mais qui n'est pas une vraie garantie. On donne le prêt de corrige. Voilà, d'accord. Voilà, exactement. On dit ça comme ça. Et parfois, les remboursements se font tellement... Alors, une question, en attendant que les téléspectateurs veuillent bien vous les poser. J'ai un bail, le loyer doit être payé le 5 au plus tard. Et le 5, je ne suis pas payé. Je ne peux pas mettre le locataire devant les tribunaux. Mais le 5 Oui, j'ai une traite là, il y a une traite de voiture qui tombe le 5, le 5 là. Je veux pas, il me paie pas à la date convenue parce qu'on a bien mis dans le bail qu'il faut qu'il paie le loyer avant le 5 au plus tard. D'accord. Donc le 5, je n'ai pas mon loyer. Et j'ai la traite de voiture qui arrive, on va me saisir la voiture. Je ne peux pas le mettre dans les tribunaux. Mais avant de le mettre dans les tribunaux, il y a plein de choses à faire avant ça. Mais c'est la question que je vous pose. Oui, il y a plein de choses à faire. Vous me retournez ma question. Mais avant d'aller à la commission, on fait quoi? J'ai de la conciliation. Oui, mais justement, on fait de la avant ça. Déjà, Nelly, elle est... Elle suffoque là, elle me dit, mais c'est pas possible que le monsieur soit aussi vorace. C'est ce qu'elle est en train de dire. Alors, mais non. Déjà, première chose, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez voir le locataire, il dit voilà, le paiement c'est le 5. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et là, en discutant, on voit ce que le locataire dit. Et à ce moment, soit on prend l'arrangement, soit il te dit bon, je ne sais pas moi, mon salaire a été viré un peu plus tard parce qu'il était viré le 28, il a été viré le 3. Il y avait le Covid. Pas reçu. Il y avait le Covid qui dure. Il a très bon dos le Covid. Non, on arrête le Covid là. On met ça derrière nous maintenant. Et il y a plein de raisons. Donc là, si jamais il dit bon, je vous paye dans 2 jours, l'affaire est réglée. Il n'y a pas de souci.
Par contre, si il n'y a aucun signe du locataire, j'essaie de le voir, il n'y a aucun signe du locataire. En général, vous n'arrivez pas à le joindre. On n'arrive pas à le joindre. Il est absent, on n'arrive pas à le joindre. Bon, il rentre soir très tard, il part le matin très tôt. Bon, on va aller faire une petite mise en demeure, parce qu'il n'a pas, on fait une mise en demeure, oui. De payer le loyer. On lui rappelle qu'il avait jusqu'au 5 pour payer. Oui. Et on fait une mise en demeure de payer dans les 15 jours, dans 10 jours. D'accord. Et si dans les 10 jours, il n'a toujours pas payé, ce sera un commandement. On va faire un commandement, hein, parce qu'on va aller au tribunal. Mais avant d'aller au tribunal, il faut d'abord regarder le bail, vérifier s'il y a une clause résolutoire dans le bail. C'est-à-dire qu'il y a une clause qui permet de résilier le bail, pas de manière judiciaire, mais de manière par rapport au contrat, directement. C'est-à-dire qu'on va saisir le juge, mais le juge va acter la résiliation. C'est-à-dire qu'il ne va pas juger, justement, le juge. Il va juste dire, OK, il y a une clause résolutoire, le contrat sera résilié. Il va constater. Donc les conditions de la clause sont réunies. Sont réunies, voilà. Il va constater. Il n'a pas payé son loyer, on a fait la mise en demeure, on a fait le commandement, les 2 mois sont passés, il n'a pas payé, donc les conditions sont réunies, le contrat est résilié. Il va constater, il résilie le bail sans jugement, sans rien du tout. D'accord. Et après, s'il n'y a pas de clause résolutoire dans le bail, on va passer à la résiliation judiciaire. Ouais. Là, le juge, il va apprécier, il va dire le droit, justement, et il va se dire, OK, est-ce que les conditions sont réunies? Et là, il va pouvoir résilier ou pas Mais avant tout ça, à l'appréciation du juge. En fonction des. Mais en général, il ne résilie pas. Le contraire, en général, quand il apprécie, il va plutôt trouver un terrain d'entente, il va faire venir le locataire, il va donner des délais de paiement, voilà. Il va être indulgent. Exactement, il va être indulgent. Parce que le logement, c'est important. C'est ça. La protection du locataire. Il y a une clause résolutoire dans les baux. Ils vont même mettre une clause résolutoire dans le bail. Voilà, le mettre en plus grande souffrance. Mais notre dernière émission, on a dit que la clause résolutoire s'appliquait à toute habitation. Oui, tout à fait. Donc même lorsqu'il y avait, même en cas d'absence de clause résolutoire dans le bail, on pouvait aujourd'hui, le bailleur bénéficie, parce qu'on avait la dernière fois, alors si les téléspectateurs avaient vu la dernière émission, on avait parlé effectivement des squatteurs, hein, c'était le thème de l'émission, en fait, je résume un peu. Très bien. Et on avait effectivement évoqué le fait qu'il y avait de nouvelles dispositions qui facilitaient, qui accéléraient les procédures en matière notamment en cas d'impayé, et parmi ces dispositions, il y avait effectivement l'automatisation de la clause résolutoire. Et puis c'est plus de mois, c'est 6 semaines. C'est 6 semaines. Voilà, c'est ça, oui. Mais on les a dans un cas précis. On était dans un cas précis, il me semble. C'est pas juste. Je sais pas, c'est un cas précis. Oui, mais ça s'applique au bon cours. À tous les baux. C'est ça. On est entièrement d'accord. D'accord. Alors, en ce qui concerne le locataire, les obligations du locataire, est-ce que lorsque j'ai loué un logement de type F2, je m'aperçois que j'ai un grand séjour, est-ce que je ne peux pas en faire un F3? C'est-à-dire je crée une chambre supplémentaire. Le séjour, je leur raccourcis. Est-ce que je peux faire ça? Ce qu'il faut dire par là, parce que j'ai une unité. Je pense que là, vous êtes en train de parler de transformation du logement, donc aménagement du logement. Ouais. Si c'est de l'aménagement, le locataire le doit. Il peut aménager son locataire. Qu'est-ce que vous appelez aménagement? Aménagement, c'est... je vais peut-être changer de sens, un meuble par exemple, je sais pas, c'est l'aménagement, je fais l'aménagement. Par contre, je ne touche pas la structure. D'accord. Si vous créez, je peux créer une pièce, on met une pièce sur le moteur, on met une petite cloison. Pour moi, c'est un aménagement. Une cloison mobile, voilà. Une petite cloison, un petit paravent, un petit truc, je crée une pièce. C'est un aménagement. Je n'ai pas touché. J'ai pas touché à la structure. Ce n'est pas interdit. D'accord. Par contre, si je vais construire, si je vais mettre des briques, là, c'est interdit par contre. Je suis dans une transformation du logement, je n'ai pas le droit de faire ça en tant que locataire. Bien sûr, sans autorisation. Il peut être d'accord. Il faut que ce soit écrit par contre. D'accord, mais est-ce qu'il va augmenter le loyer parce qu'on est passé de F2 à F3 ? Non, la superficie n'aura pas augmenté. On a tous la même superficie. J'ai une pièce supplémentaire. Mais non, mon prix au mètre carré, donc je suis sur 50 mètres carrés. Mais vous êtes de quel côté? Je fais 2, mais non, mais il ne faut pas maintenant. Je ne comprends pas là. Mais si je vous donne une pièce supplémentaire, je peux quand même vous réclamer un loyer supplémentaire. Oui, c'est possible, je veux dire. C'est possible. Mais pas de suite. Hein. Pas de suite. Quand on va renouveler le contrat, vous allez me dire que j'ai une pièce supplémentaire. Quand on va renouveler le contrat, d'accord. Mais je me dis qu'on a la même superficie, pourquoi on ne resterait pas sur le même loyer, même si j'ai F2. Est-ce que je peux soulever le local, mon logement? Soulever le logement? Oui. Avec l'autorisation, il faut demander l'autorisation du bailleur. Mais comment puis-je savoir que j'ai soulevé? Parce que je fais venir quelqu'un dans le logement,
je lui soule une pièce du logement, je touche mon loyer de sous-location, comment il fait pour savoir que j'ai soulé le logement, que je touche un loyer supplémentaire? C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Hein. C'est compliqué de savoir comment il fera. Vous n'avez pas de réponse, monsieur. Non, oui. Voilà, surtout si le bailleur n'est pas sur place. Hein, voilà, donc vous conseillez au propriétaire de soubler pour... Pas du tout, mais pas du tout. Oui, Coralie et évaluer la réponse. Non, pas du tout. Mais alors, si tout se passe bien pendant la sous-location, que le bailleur n'est pas informé, c'est très bien. Mais dans le cas où il y a un problème au niveau du bâtiment, de l'appartement, et qu'en fait, il y a une personne qui n'était pas sur l'assurance habitation et en danger, à ce moment-là, je pense qu'il y aura des problèmes pour le locataire. Oui, voilà. D'accord. Oui, bien sûr, mais bon, c'est vraiment dans ce cadre-là. Mais bon, si jamais si tout se passe bien, l'appartement est sous-loué, si le bailleur n'est pas, surtout s'il n'est pas en Martinique. Vous savez l'erreur que font la plupart des sous-locataires? Ils mettent leur nom sur la boîte aux lettres. Ils mettent leur nom sur la boîte aux lettres? Bien sûr. Mais bien sûr, il a besoin de recevoir son courrier, il est sous-locataire, il commence par mettre son nom sur la boîte aux lettres en même temps que celui du locataire. Donc vous savez déjà qu'il y a un sous-locataire. Un sous-locataire. Oui. Il fait pas ça. Ceux que vous connaissez. Ouais, vous les courriers arrivent autre part. Les courriers arrivent autre part. D'accord. Vous donnez les réponses aux gens pour me tromper les bailleurs. D'accord. Est-ce que je peux céder mon contrat de location? Ça peut arriver que j'ai un contrat de location et je le cède à quelqu'un d'autre. Ça encore, c'est possible. Hein. C'est possible. Bon, j'étais même étonné. C'est possible. Je suppose avec l'accord du bailleur, j'imagine. Voilà, il faut que ce soit toujours encore avec l'accord du bailleur qu'on peut céder son contrat de location. Oui. Avec le paiement de loyer également. D'accord. C'est possible ça. Et alors, comment ça fonctionne avec le cessionnaire, celui à qui j'ai cédé mon bail? Comment ça fonctionne avec le bailleur? Parce que moi, j'ai un contrat avec le bailleur, on est d'accord? Et puis, je cède mon contrat à quelqu'un d'autre, mais le bailleur, il le connaît, il est au courant. Comment on fait pour l'informer? On informe? Mais il est au courant parce qu'il donne son accord. Je pense qu'il faut l'informer que je vais céder mon bail à telle personne. Donc, il va récupérer le loyer auprès de la personne qui a... À qui j'ai cédé le bail. Le cessionnaire, voilà, à qui le locataire a cédé le bail. Ouais. Et si cette personne, c'est un voyou notoire, et il ne paie pas le loyer, qui c'est qui va payer à sa place? Parce que le bailleur va se débrouiller avec lui, on est d'accord. Oui, parce qu'il sera nouveau. Est-ce que le bailleur il peut se retourner contre le locataire? Contre moi alors. C'est vous qui avez cédé. C'est moi qui cède. Le cédant, ben voilà, il va se retourner contre vous. D'accord, donc à la limite, j'ai intérêt à lui mettre quelqu'un qui est solvable. Qui est solvable, exactement. Donc, pas n'importe qui. C'est ça. On est d'accord. Très bien. Il y a un point également qui crée beaucoup de difficultés en termes de relations locataire-bailleur. C'est l'état des lieux. Oui. Alors, généralement, l'état des lieux, c'est quoi en fait? L'état spectateur, c'est en réalité c'est un document dans lequel on indique dans quel état se trouvent les lieux. Dans quel état se trouvent les lieux au moment, voilà. Donc le document doit être établi contradictoirement. C'est-à-dire l'élément central, c'est-à-dire que les deux parties doivent signer le document. Enfin, d'accord. Simple, ils doivent être présents, ils doivent effectivement tous les deux participer à la rédaction des documents. D'accord. Généralement, il n'y a pas de difficulté à l'entrée dans les lieux, oui. Dans les lieux, puisque le bailleur est content, il a un nouveau locataire qui va lui payer son loyer, le locataire est content, il a trouvé un logement. Mais les difficultés peuvent surgir essentiellement à la fin du bail, au moment où effectivement, après une certaine durée de location, il y a des tensions qui ont été entre les bailleurs et les locataires, et on se retrouve face à des difficultés, par exemple. Un bailleur qui fait la sourde oreille, qui ne répond pas aux sollicitations du locataire pour réaliser l'état des lieux de sortie. Oui. Ou le contraire aussi. D'accord. Mais généralement, c'est le locataire souhaite. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de bail d'habitation, la même manière que la délivrance fait le point de départ en fait, de la location, pour que le loyer ne soit plus redevable, le loyer du locataire ne soit plus redevable au bailleur, il faut qu'il remette les clés au bailleur. C'est au moment de la remise des clés que ça s'arrête. Et généralement, la remise des clés est faite au moment de l'état des lieux. Donc, souvent, quand il y a un conflit, le bailleur, pas souvent, ça arrive que le bailleur, effectivement, refuse de faire l'état des lieux. Oui. Le locataire est face à une situation compliquée. D'accord. Comment il fait pour s'en sortir, alors, le locataire, si le bailleur refuse de faire l'état des lieux? Alors, dans un premier temps, phase amiable. Premier temps, effectivement, il fait sa notification, il informe le locataire, il propose au bailleur une date pour la réalisation de l'état des lieux. Ouais. Le bailleur ne se présente pas.
À ce moment-là, il devra faire un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel il reprécise effectivement qu'il avait convoqué le bailleur pour un état des lieux qui ne s'est pas présenté, qu'il informe effectivement d'une nouvelle date pour la réalisation. Il faut qu'il y ait au moins 15 jours entre la première et la deuxième. Voilà. Dans lequel il précise effectivement les dates pour l'état des lieux, lui précisant également qu'il a la possibilité, s'il n'est pas disponible, de proposer une autre date et lui indiquer qu'en cas d'absence à ce nouveau rendez-vous, que le locataire va prendre la tâche d'un huissier de justice et que les frais seront partagés entre locataire et bailleur. D'accord. Et donc l'huissier va établir l'état des lieux même en l'absence du propriétaire. Voilà, c'est ça. Alors, ce que généralement l'huissier va faire, il va encore faire une convocation, parce que le contradictoire est très important en matière d'état des lieux. Pour qu'il y ait une preuve, il faut qu'il soit fait de façon contradictoire. Et si effectivement le bailleur ne répond pas à cette nouvelle demande de l'huissier, l'huissier pourra établir seul et ça sera considéré comme contradictoire et ça pourra effectivement faire foi. D'accord. Devant un tribunal, notamment sur l'état du bien. D'accord. On comprend bien que l'état des lieux, l'intérêt de l'état des lieux, c'est pour le locataire de démontrer effectivement qu'il n'a pas détérioré le bien et pour le bailleur de démontrer qu'il a donné un bien en bon état et justement il va baser, notamment on a parlé de dépôt de garantie, la remise du dépôt de garantie sur le fait que l'état des lieux est conforme ou non d'entrée et conforme ou non à l'état des lieux de sortie. D'accord. Alors souvent dans ces histoires d'état des lieux de sortie, surtout lorsqu'il y a des travaux, on a parlé de grille de vétusté. Ça, c'est une pratique courante ou pas? On a parlé de grille de vétusté concernant les réparations qui pourraient être à la charge du locataire. C'est une pratique qui devient courante, mais avant c'était pas aussi comment dirais-je, il ne le faisait pas autant que ça, mais c'est récent déjà, c'est très récent. On va d'abord expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Oui. Alors la grille de vétusté, c'est justement, c'est très récent. Ouais. C'est une grille qui permet, pourquoi? Parce qu'avant de dire ce que c'est la grille de vétusté, les locataires ont ce qu'on a vu tout à l'heure, ont des charges à payer, des provisions sur charges à payer et ont des réparations locatives également. Parfois, l'élément est usagé et vétuste. Oui. Donc, qui doit prendre en charge cet élément-là? La réparation de cet élément-là. Le propriétaire ou le locataire? D'accord. Donc, il y a toujours eu cette problématique-là depuis un certain temps. Ça a toujours existé, cette problématique-là. Donc, on a décidé, une dizaine d'années, je pense, je ne sais pas forcément la date en tête, mais c'est une quinzaine d'années, décidé d'instituer ce qu'on appelle une grille de vétusté. D'accord. C'est-à-dire que vous avez maintenant une grille avec tous les éléments d'équipement on considère chaque élément a une durée de vie. D'accord. 20 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord. Et en fonction de la durée de vie d'élément, on saura à ce moment-là à qui appartiendra le paiement si le locataire devra payer, il sera le montant à la charge du locataire. Voilà. Parce que s'il avait touché le 30%, il n'aura payé que 70%. Il doit payer que 70%. Exactement. À partir du moment où on saura ça. Donc c'est récent, cette quinzaine d'années à peu près, cette grille de vétusté. Et effectivement, ça devient de plus en plus courant que les agences utilisent cette grille de vétusté-là. Mais les particuliers, je ne pense pas. Non, pas les particuliers. Les agences le font. Mais d'après vous, est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait une grille de vétusté ou pas dans un contrat de bail dès le départ? Je pense que c'est intéressant de le faire. C'est plus intéressant de le faire. La grille de vétusté. Mais la grille, on la prend. Ça, on peut la trouver sur le. C'est un décret qui sortait la grille, mais je n'ai pas. D'accord, il y a un texte qui le dit. Il y a un texte qui donne le décret. Je n'ai pas la date, mais il y a un texte qui donne le décret. D'accord, donc si je tape sur un moteur de recherche grille de vétusté, vous allez l'avoir de suite. Je vais l'avoir. D'accord. Donc je pourrais éventuellement faire signer cette grille bien sûr. Au locataire qui, à la sortie, on pourra lui dire. Il vaut mieux qu'il le signe parce que ça va l'avantager. C'est plus objectif. C'est plus objectif, c'est ça, exactement. Plutôt que de dire qu'il faut me le remettre à neuf. C'est ça. Alors que c'était déjà plus ou moins usagé. Est-ce que le locataire peut domicilier son entreprise dans son local d'habitation principale? Là aussi, il faut qu'il demande l'accord de son propriétaire. Il faut demander l'accord du propriétaire aussi, pour domicilier l'entreprise? Si.
Moi, je ne pense pas. Non. Si c'est l'entreprise, non, il peut pas. Il peut demander, il peut domicilier. C'est un droit qui lui est reconnu. C'est un domicile, il peut le faire. L'entreprise? Oui, l'entreprise. Oui. Personne morale. Personne morale, personne physique. Oui, personne physique, peu importe, je veux dire en général. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'il peut recevoir de la clientèle et des marchandises dans son local? Non. Par contre, là, non. Alors, oui. C'est non au départ. Il ne peut pas recevoir. Par contre, s'il vous dit au rez-de-chaussée. Ah ben c'est pas non. Voilà, c'est ce que je dis. Le principe, c'est que non, il ne peut pas. Le principe, c'est ça. En principe, non. Ouais. Mais par contre, s'il se trouve au rez-de-chaussée, il a la possibilité de recevoir une clientèle du moment qu'il ne nuise pas au voisinage. D'accord. Mais au rez-de-chaussée uniquement, il a la possibilité de recevoir des marchandises et la clientèle. D'accord. Uniquement au rez-de-chaussée. D'accord. Donc, à condition qu'il ne porte pas un trouble. Voilà. Mais il me semble qu'il y a encore autre chose, c'est-à-dire que il faut respecter aussi le règlement de conformité, il faut respecter les dispositions des règlements. Ah oui, il faut respecter, bien sûr. Respectant, si le règlement dit qu'il n'a pas le droit de faire, non, ça c'est dans le cadre où il habite un logement d'habitation et qu'ils veulent créer une activité juste par son logement. Dans ce cadre-là, il faut vérifier le règlement de copropriété et savoir si le règlement de copropriété le permet. Oui, c'est bien ça. Je parle de l'activité commerciale. Ah, ok, d'accord. On est bien d'accord. Dans le local d'habitation. D'accord. Alors, moi, j'ai eu le cas d'un propriétaire qui avait une cave, c'est-à-dire un appartement plus une cave. Donc, elle a loué l'appartement à quelqu'un et elle a loué la cave à quelqu'un d'autre, une infirmière libérale. D'accord. Et le drame dans cette histoire, c'est que le professionnel de l'immobilier n'a pas regardé le règlement de copropriété. Et le règlement de copropriété était précis. Il disait que dans les appartements, on peut tolérer l'usage professionnel, je ne sais pas combien ça, mais professionnel. Mais ce n'est pas spécifié pour les chambres de bonne. C'est une chambre de bonne, en fait. Et aujourd'hui, le propriétaire se retrouve à avoir signé un contrat de location avec une infirmière dans la chambre de bonne. Et le conseil syndical est en train de dire au syndic, je vous demande d'interdire, de faire respecter le règlement de copropriété, donc d'interdire cette pratique professionnelle dans la chambre de bonne, puisque le règlement l'interdit. Donc là, ma question c'est, qu'est-ce que le propriétaire, qui est placé par un professionnel de l'immobilier, on est bien d'accord. Quel est le recours du propriétaire dans un cas comme celui-là? Parce que là, il paie un loyer, et dessus ou quoi, je pense que l'infirmière va certainement se retourner contre elle en disant, vous m'avez loué un local, vous savez très bien que vous ne pouvez pas me louer. C'est l'usage que je voulais faire du local est interdit par le règlement de copropriété. C'est sûr que l'infirmière va se retourner contre le propriétaire, ça c'est sûr. L'infirmière va se retourner contre le propriétaire, ça c'est clair et net, ça c'est sûr. Parce qu'elle ne peut plus exercer son activité. Donc elle va lui demander des mois Elle va lui demander le remboursement de tout ce qu'elle a déjà payé. Le dédommagement de tout ce qu'elle a perdu, c'est sûr. Déjà payé. Et charge après. Elle a déjà payé. Enfin oui, en termes d'aménagement. Elle peut le loyer aussi. Le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, oui, le premier loyer. Donc elle va demander le remboursement. Les frais d'agence, elle a payé. Ah oui, en plus les frais d'agence. Donc il y a. Elle n'a pas du tout exploité. Ah si, c'est quelqu'un qui. Si, mais elle exploite le local. La chambre de bonne. Mais c'est les dommages qu'elle aurait subis du fait effectivement de cette négligence du propriétaire. Oui, mais elle a payé le loyer. Mais oui, mais elle a payé le loyer, mais elle a quand même effectivement exploité. Elle a exploité illégalement au regard du règlement de copropriété. D'accord. Mais elle a quand même je ne sais pas si effectivement la remarque est importante. Effectivement, celle-là fait des aménagements autres. Oui, pour pouvoir communiquer sur cette. Par exemple, elle a fait des campagnes de communication avec cette adresse-là qui, finalement, effectivement, à cause de cette erreur, elle se retrouve en difficulté. Oui, elle va demander des dommages et intérêts. Elle pourrait demander des dommages et intérêts. Moi, je pense qu'elle peut réclamer le dépôt de garantie qu'elle a. Elle a payé un dépôt de garantie, elle a versé le dépôt de garantie, il faut qu'elle réclame ça. Le loyer aussi, le premier loyer. Le premier loyer, il faut qu'elle réclame ça. Et les frais d'agence, il faut qu'elle réclame ça aussi. Les frais d'agence aussi, ça fait beaucoup, ça. Et puis peut-être aussi le fait qu'elle sera obligée de chercher un autre local qui sera peut-être plus cher. Qui sera peut-être plus cher, la surface plus petite aussi, on ne sait pas. Parce qu'on lui avait fait un bail pour une certaine durée, donc je peux réclamer la différence sur la durée en question. C'est quand même extraordinaire. Comment ça se fait qu'un professionnel mais c'est ça. C'est ça. Vous avez l'air de dire que c'est tout à fait évident. Oui, non. Je sais pas. Vous n'avez pas commis ces erreurs, des filles, hein? Non, on est à l'ICH, c'est pour ça. Vous êtes à l'ICH, c'est uniquement pour ça. C'est très bien, c'est très bien. Mais c'est quand même curieux que moi, ce que là où je mets l'accent, c'est que vous avez un professionnel qui ne prend pas la peine de regarder tous les documents nécessaires pour faire son travail. Et là, il met en difficulté un propriétaire.
D'où le problème. Est-ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a pas, voilà, c'est ça, est-ce qu'il y a aussi le propriétaire ne devrait pas aller voir justement les autres copropriétaires justement pour essayer de modifier, oui. Modifier le règlement de copropriété? Non, pas modifier, mais trouver un arrangement. Ah mais ils sont pas d'accord. Mais non, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. C'est pour ça que ils sont déjà. Pour ça, oui, c'est clair. C'est pour ça que je disais ça. Ils sont pas d'accord. J'avais pas l'information. Je parle de choses que j'ai vécues. Voilà, c'est pour ça que Ils sont pas d'accord pour des raisons. D'abord, ils demandent le branchement sur le réseau d'eau, puisque c'est une chambre de serveur. D'accord, ok. Il n'y a pas de WC, il n'y a pas de. Ah ben s'ils ne sont pas d'accord, ben voilà, c'est ça. Donc elle demande l'utilisation du WC commun. Alors que le WC est fermé à clé dans la résidence, ils ont décidé que le WC est condamné. Ah ben, okay. Et puis, elle va mettre sa plaque, elle va recevoir de la clientèle dans une. Oui, d'accord. Ça fait quand même beaucoup de nuisances. Donc, le conseil syndical n'est pas d'accord du tout. D'accord, mais j'ai pas cette information. C'est une remarque au passage pour attirer l'attention des bailleurs. Je vais encore rebondir sur ça, juste avant la question, rebondir sur ça encore. Le problème de formation, c'est ça. Parfois, ce n'est pas le professionnel qui est sur place, parce qu'il a des commerciaux, il a des gens qui travaillent avec lui, qui lâchent comme ça dans la nature, entre guillemets, et qui ne savent pas forcément, parce qu'ils ne sont pas forcément formés. D'où la législation qui a mis en place depuis une dizaine d'années également le système de formation obligatoire loi Allure, depuis 2014. La loi Allure, donc les professionnels doivent se former obligatoirement. Mais je pense que ce n'est pas suffisant toujours. Il faut qu'ils se forment obligatoirement, certes, 14 heures par an, mais aussi il faut que d'eux-mêmes, je parle du professionnel même, du gérant de l'agence, je ne sais pas, ils continuent à former leur personnel pour qu'ils soient performants, pour que ce genre de problème-là n'arrive pas. Donc ça veut dire quoi? Il suffit de regarder le règlement, il n'y a pas de souci. Mais il ne sait pas qu'il y avait... Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, mais ma question, c'est pas... La question, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je paie un agent immobilier pour sa commission. Et puis en plus que je paie un expert immobilier comme vous pour me dire si ce que l'agent immobilier a fait correctement. C'est ça. On ne va pas s'en sortir. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Non seulement je suis d'accord avec vous, mais ça revient à ce que Madame Jeanne, je crois, qui a intervenu tout à l'heure, disait. Elle ne comprend pas qu'elle ne comprend pas qu'un professionnel de l'immobilier puisse dire que voilà, un terrain en indivision peut être vendu au bout d'un an. En fait, je pense que le problème, il est là. C'est le même. C'est une question de formation. C'est une question de formation. Et puis, je crois que vous nous le répétez relativement souvent. On réapprend à lire, quoi. On réapprend à lire les textes, on réapprend à lire. Et quand on n'arrive pas, ou qu'on ne lit pas entre les lignes, ou qu'on ne lit pas correctement, des choses qui paraissent peut-être insignifiantes nous passent sous le nez. Et au final, oui, on est des professionnels, mais les conséquences financières. Les conséquences deviennent énormes. D'accord. Très bien. Le mot de la fin. Mot de la fin, je conseille aux bailleurs d'être vigilants lorsque vous entamez effectivement une démarche de mise en location d'un bien. Soyez vigilants sur les textes, veillez à respecter la réglementation, parce qu'effectivement, vous êtes souvent en position de force, on a besoin de logement, mais votre responsabilité peut assez aisément être engagée. Donc, soyez vigilants. Très bien. François Zemac. Non, je vais faire un peu de digression. Je ne vais pas parler d'immobilier là, c'est pour le mot de la fin. Oui. Pourquoi je vais parler d'un film, d'accord, d'un film d'un Antillais qui s'appelle Daniel Kishansamy a sorti récemment, qui s'appelle Nom, qu'il faut aller voir. Il faut aller voir parce que le film là est important, parce que la production antillaise n'est pas assez vue. N'est pas reconnu également. Et c'est très très important d'aller voir ce film. Il s'appelle Nom, sorti en Guadeloupe et en Martinique. Et il faut aller le voir. C'est Daniel Kishansamy qui l'a réalisé, qui l'a produit. C'est une histoire c'est la science-fiction un peu. C'est quelqu'un qui a un pouvoir. Mais il faut aller le voir. Je ne vais pas raconter le synopsis, il faut aller le voir. On vous a payé combien? Il est très beau. Non, franchement, je suis là pour militant. Voilà, c'est militant. Voilà. C'est pour promouvoir la production antillaise, parce que qui est déjà, c'est compliqué déjà pour eux. C'est pas évident de produire, sortir des films. Quelle que soit la production antillaise, guadeloupéenne, martiniquaise ou guyanaise ou réunionnaise. Donc c'est important quand même d'aller voir ce film, de les encourager et d'aller voir ce film-là. En tout cas, on a entendu.
Merci pour l'information. Oui, pas de souci. Yannick Zosim, le chanter Noël, c'est ça? Non, du tout, non. Enfin, je suis ravie d'être avec nos étudiants, nos deux étudiantes qui ont bien voulu effectivement être sur le plateau avec nous. Moi, ce que je les encourage à poursuivre et puis à être attentifs et attentifs, puisqu'on a aussi des jeunes hommes qui suivent nos cours, attentifs à tout ce qu'on leur apprend, et puis voilà, bon vent, bonne continuation. On a besoin de professionnels comme vous. Merci. Pour la relève. D'accord. Un petit mot, juste pour nos téléspectateurs. Dis-leur que tu reviendras. Au moins ça. Peut-être, pourquoi pas. D'accord. Non, enfin, je vais revenir sur ce que M. Vulcain nous a dit. Lire, être attentif, faire attention, observer et pourquoi pas aussi se former, parce que ça aide bien. Et puis, pourquoi pas, surtout. Oui, surtout se former. Et on a beaucoup entendu ce soir M. Vulcain et M. Ozelmack, mais il y a une raison à cela. On a M. Vulcain, notre prof en contrat de vente, et M. Ozelmack qui s'occupe de tout ce qui est beaux commerciaux et beaux d'habitation. Donc, ils connaissent un rayon sur le sujet et c'est eux qui nous forment. Donc, non. Donc, non, mais il faut le souligner. Et ils ne sont pas là par hasard. On a eu un sujet sur les bailleurs et les locataires. Voilà, ils connaissent bien le sujet et on en a appris aussi énormément, je crois, ce soir. Je pense que Coralie doit être d'accord avec moi. Oui, j'ai appris énormément. Parce que je rappelle que vous avez un bachelor en immobilier d'affaires, c'est ça? C'est ça. Et du coup, déjà, merci à vous tous de nous avoir accueillis parce que je pense que ça vous tenait à cœur. Donc, j'espère que les autres élèves de la classe qui nous regardent, parce que je sais qu'ils nous regardent, vont participer également. Et c'est avec plaisir qu'on reviendra. Et si j'ai une chose à dire aux bailleurs et aux locataires, c'est lire énormément, se renseigner. N'hésitez pas à demander de la documentation. Et venez vous voir. Oui, faites appel à nous. Voilà, faites appel à nous, tout simplement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et puis à notre soleil.